Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode sur We Are Thunder, la seule chaîne française sur la franchise d'OKC, champion NBA, toujours à préciser pour cette année. C'est Tom qui vous parle, habituellement donc c'est Pierre qui présente, mais là vous verrez, pour ce petit format qui vous est réservé aujourd'hui, c'est moi qui serai à la présentation de ce podcast. Bon, je vais quand même introduire les deux personnes qui sont avec moi, les deux habituels. Bon bah déjà, Charles Elie qui est là, comment tu vas? Bah écoute, ça va super. OKC est toujours champion, toujours bon de le rappeler. Et voilà, on profite un petit peu de l'intersaison, même si le début de saison se rapproche. On profite pour faire des petits formats différents. Et c'est un plaisir de parler de ce trade dont énormément de gens adorent parler encore plus aujourd'hui. C'est Charlie qui spoil un petit peu le thème de ce podcast. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, hein, on va parler de Paul George d'un What If. Et donc, pour m'accompagner, Pierre, qui est d'habitude à la présentation, qui là n'y est pas, qui me laisse la place sur ce podcast-là. Comment tu vas, Pierre? Bah ça va, hein. Ah, ça fait plaisir en vrai, bizarre, mais ça fait plaisir de ne pas présenter des fois. C'est plus tranquille, je sais pas, mais c'est différent. Et puis non, on va parler d'un truc historique. C'est pas là où je suis le meilleur. J'ai un peu de mal des fois, je mélange un peu les trucs et tout, donc j'espère pas me trop tromper sur ça, mais ça va être intéressant, je pense, de se faire guider aussi par ce que tu as prévu. Donc non, j'ai hâte. Bon, ça va être cool. Et effectivement, je présente parce qu'on a prévu une petite trame pour ce format. Attention, je ressens la responsabilité du présentateur. Ah, c'est un autre rôle. Là, c'est un nouveau costume que j'endosse aujourd'hui. Mais voilà, pour parler du coup, comme l'a dit Charlie, c'est un petit format, les formats de l'été. Hein, on essaie de faire des formats cool. On a fait le format de draft, on a fait les dilemmes habituels. Vous avez eu un petit podcast la dernière fois sur la blessure de Thomas Sorber. On se serait bien passé de faire un podcast là-dessus, mais il fallait tricter l'actualité pour le coup. Et là, on va se pencher sur un what if. Voilà, on part sur un what if. Et le premier qui nous est venu évidemment quand on a réfléchi à ça, c'est le fameux trade de Paul George aux Los Angeles Clippers, qui a été un coup de tonnerre dans le paysage NBA. Et on va se projeter sur la situation, dans quelle situation aurait été la NBA, que ce soit à court, moyen ou long terme. On détaillera dans ce podcast-là. La situation de la NBA si Paul George n'avait pas été transféré aux Clippers. Si Sam Presti n'avait pas cédé aux exigences de PG pour l'envoyer aux Clippers. Voilà, on va se pencher là-dessus, sur plusieurs aspects. On parlera du joueur, on parlera d'OKC, évidemment. C'est le centre de ce podcast. Et on parlera d'autres choses, notamment de Russell Westbrook. Pour les nostalgiques de Russell Westbrook, vous aurez votre petit biscuit, votre petit moment Russ, petit moment nostalgie. Donc voilà, on va se lancer dans le podcast. Donc, est-ce que vous êtes prêts, les gars, pour qu'on embarque dans la voiture de Marty McFly? On est chaud. Ouais. On est chaud. Dans la DeLorean, là, c'est parti. Voilà. Ouais, on te laisse le volant, vas-y. C'est parti. Je vais un peu parler sur ce début parce qu'on va quand même récapituler la situation, le contexte de ce trade de Paul George. Hein. On est été 2019, il fait chaud. Peut-être moins chaud que l'été de cette année, mais il fait chaud. Et on sort d'une deuxième année d'OKC, décevante en playoff. La deuxième année du projet Russ PG, après la belle saison MVP de Russ où il était tout seul contre tous. PG est arrivé et PG sortait pourtant d'une saison 2018-2019 très intéressante individuellement. Troisième du MVP, top 3 du défenseur de l'année aussi, une saison individuelle énorme, très largement sa meilleure saison individuelle en carrière, hein, pour le coup, il n'aura jamais réatteint ce niveau-là. Et évidemment, OKC qui finit pourtant 6e de conférence, hein, c'est une saison plutôt décevante, t'es même pas à 50 wins, 49-33, dans un Ouest qui est assez compact. Bon, t'as les Warriors qui sont prévus comme les grands favoris, mais t'as un Ouest qui est assez resserré. Et malgré la 6e place de conférence décevante, on se dit, allez, OKC, c'est peut-être une année où tu peux au moins passer un tour avec ce projet. Tu as quand même un projet avec deux superstars. Tu peux te dire que tu vas obtenir quelque chose. Et il y a cette fameuse série contre Portland. On avait été traumatisé par Ricky Rubio l'année d'avant, du Utah Jazz. Bon, là, c'est le portant de Damian Lillard qui nous met un 4-1 sec avec le fameux shoot de Lillard, hein, qui est des shoots les plus légendaires qui ont eu lieu dans un match d'OKC, peut-être. Je ne sais pas. On pourra en débattre peut-être un jour. Mais voilà, un shoot énorme de Lillard. La fameuse déclaration de Paul George qui était en défense sur Lillard, hein, à ce moment-là, qui dit that was a bad shot. Bon, il est revenu un peu sur cette déclaration par la suite en disant que c'était un mauvais shoot, sauf pour un joueur comme Lillard. Voilà. Sur le coup, un petit peu de sel, Paul George, au moment de se prendre ce tir. Et donc, tu finis ta deuxième saison à sortir au premier tour, grosse déception. Alors, on se dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Comment on va faire pour passer outre et enfin avoir une équipe qui va être à la hauteur du statut auquel on l'attend, c'est-à-dire OKC quand tu fais venir Paul George, tu t'attends à ce qu'OKC devienne contender, ou au moins essaye de rivaliser avec les Warriors, comme ont pu le faire les Rockets sur cette période-là, par exemple. Sauf que
Sauf que le monde de la NBA a vu les choses autrement. Et pour accompagner le départ de Kawhi aux Clippers, Paul George va se joindre à lui, donc va demander un trade à OKC, et Sam Presti va l'emmener aux Clippers. Et donc, début juillet, on a la déflagration, Paul George part d'OKC, voilà, c'est la fin, c'est finito. Et évidemment, je vais rappeler le fameux package du trade de Paul George, donc trade à 2 équipes, pour une star comme ça, c'est assez rare finalement. Et les Clippers, de leur côté, récupèrent Paul George, et récupèrent un swap 2025. En gros, ils ont drafté Niederhauser avec ce pick cette année. Voilà, c'est une petite précision. On a le joueur, on tombe pile dans le moment où on sait quel joueur a été drafté avec ce pick. Et côté d'OKC, vous connaissez le fameux Shai Gilgeous-Alexander, je pense que tout le monde le connaît, Danilo Gallinari, et une palanquée de pick de draft, un first 2021 via le 8 qui va donner Treman, un first 2022 qui va donner un certain Jalen Williams, qui a son importance dans l'histoire d'OKC, je pense qu'on peut le dire. Un first 2023 encore via le 8 qui donne Raimi Marquez au final, donc il a dû être retransféré au 8 juste après. T'as un swap, t'as un autre swap en 2025 où ça donne Nick Clifford, donc OKC l'a jamais vu. T'as un first 2024 qui donne Dillon Jones, moins important que J-Dub dans l'histoire d'OKC. Et t'as encore un first 2026 des Clippers qui est toujours là. On arrive sur la fin du package. Après 2026, il n'y a plus rien. C'est fini. On aura arrêté de profiter de ce transfert de la part des Clippers. On s'est bien régalé quand même. Et donc voilà, tu lâches Paul George, et après, quelques jours après, il y aura évidemment, je vais poursuivre là-dessus, l'incidence sur la suite d'OKC avec donc le mode rebuild qui est enclenché, et donc le trade de Russell Westbrook qui intervient une semaine après. Entre-temps, ou juste avant le trade de Paul George, je ne sais pas si vous pouvez me préciser les gars, mais Jeremy Grant part aux Nuggets contre un first. Contre un first, tu lâches Jeremy Grant. Je crois que c'est juste avant. C'est juste avant, mais c'est probable. Le trade de Paul George était probablement déjà dans les tuyaux, parce que si tu veux être compétitif, je pense pas que tu trades Jeremy Grant pour c'est ce que j'allais dire. Il est presque un peu important, parce que de souvenir, alors quand tu trades PG, tu te dis bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire de Russ, etc. Est-ce qu'on essaie quand même de construire et tout. Quand tu trades Grant, tu fais bon, là, ça sent pas bon quand même. Là, tu vois que ça va partir encore plus en rebuild que ça. Tu vois, tu finis d'enfoncer le couteau dans la plaie, quoi. C'est vraiment, bon, là, on va trader Russ, quoi. Surtout qu'à l'époque, Jeremy Grant sortait d'une saison très prometteuse avec OKC, et c'était quand même un joueur qui était pas mal demandé par d'autres équipes, et c'était quand même assez surprenant de voir partir pour un first. Exactement. Et donc, du coup, on se posait même la question à l'époque du trade de Paul George, qu'est-ce qu'ils vont faire de Russell Westbrook ? Bon, ils ont discuté, Russell Westbrook, Sam Presti, ils se sont mis d'accord sur un transfert. Sam Presti, on le connaît, il n'envoie pas les joueurs n'importe où, surtout quand c'est un mec comme Russell Westbrook. Déjà qu'avec Paul George, il l'a envoyé là où il voulait aller. Bon, Russell Westbrook, il a été là où il voulait aller aussi, et donc, à peu près une semaine après le trade de Paul George, on apprend le trade de Russell Westbrook. Là aussi, je rappelle le package avec les Rockets. Là encore, un trade à 2 équipes. Les Rockets récupèrent Russell Westbrook, fini, voilà. Et OKC récupère donc Chris Paul, récupère un swap en 2021, un first en 2024 qui donne Nikola Topic. On verra si ça a été un bon pick. Un swap en 2025, mais c'est des swaps qui ne se sont jamais vraiment passés parce qu'il y a des protections sur les picks des Rockets. Enfin, finalement, tu n'as pas récupéré énormément de ce package. Et on l'a loupé surtout. On l'a loupé à la loterie surtout. On aurait pu récupérer un top 5, mais on l'a loupé à la loterie en 2020, ou qu'on avait fait en direct avec Constant, je crois. C'est 2021. 2021, c'est la draft de Guigui, je crois. Ouais, c'est celui-là où on peut avoir deux loteries pick et on en a 0. Voilà, exactement. Et du coup, tu as un pick en 2026 qui traîne, mais voilà, tu récupères un peu moins pour Russell Westbrook. Bon, Chris Paul, on a vu son importance, mais voilà. Donc, tu entames ton rebuild avec, on connaît l'année de la bulle, puis après la reconstruction qu'on connaît aussi. Déjà, première question, les gars, parce qu'au moment du trade de Paul George, j'ai quelque chose qui m'est revenu en tête en préparant ce podcast, c'est le moment auquel le moment, je me souviens très bien du moment auquel j'ai appris le trade de Paul George. Pour vous dire, je sortais de chez le coiffeur, j'étais dans ma voiture, j'allais repartir. Je regarde Twitter vite fait, et là je vois un trade de Paul George, et du coup je suis resté 20 minutes au volant de ma voiture garée à regarder ce qui se passait en me disant mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Est-ce que vous vous rappelez du moment du trade de Paul George ? Ce que vous faisiez ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a choqué à ce moment-là ? Moi je m'en rappelle en plus. J'étais très jeune, c'est vrai. Je comprenais pas trop le concept de reconstruire, etc. Je voyais juste un de mes joueurs préférés qui partait de ma franchise. Donc, je me rappelle que j'étais très dégoûté, et c'était en lendemain de soirée. Donc, j'ai juste ouvert mon tel et j'ai vu ça, et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? J'étais triste. Ma première réaction, c'est d'être triste parce que je
je comprenais pas trop encore le délire des trades, des picks, des assets, etc. Ouais, moi je me souviens pas du moment. J'ai du mal à me souvenir de ça. Je me souviens très bien de celui de KD qui s'en va pour le coup. Alors que ça date il y a presque 10 ans maintenant. Ouais. Ça fait 10 ans d'ailleurs, peut-être. Ouais. Non, C'est non, 9 ans. l'an prochain. 9 ans, ouais. Mais je me souviens pas du moment. Après, je me souviens de ma surprise et ma déception, entre guillemets, un peu comme toi, Tom. Je pense que j'ai dû bloquer un moment, fallait plus me parler pendant une demi-heure, le temps que je comprenne, que je vois les choses. Mais à l'époque, je pense que je faisais déjà des podcasts, sûrement un peu tout seul, via Dunk Hebdo sur le Thunder, etc. Et c'était quelque chose qui était assez surprenant de voir ça, parce que Paul George, on l'a peut-être pas trop dit, enfin tu l'as peut-être pas trop dit, mais avait prolongé l'été d'avant, où pour le coup il y avait vraiment des doutes sur le fait qu'il allait rester. Il avait prolongé, donc t'étais en mode, oh, trop bien, on va le garder, et au final, bon, c'est peut-être un mal pour un bien, mais il a été tradé, on va reparler de ça. Et surtout, je me souviens, et ce que je vous ai dit off, j'avais traité la draft et la draft de Darius Bazley à cette époque-là, et c'était une draft incompréhensible dans le projet Thunder tel quel. De par le poste, de par le joueur qui était brut, en développement, qui sortait d'un stage à New Balance, qui n'avait pas joué. Enfin, vraiment, c'était incompréhensible de prendre ce profil-là. Et ça a pris sens un mois après, en fait. Donc, c'était assez drôle, en fait, de voir qu'à ce moment-là, ça a pris un peu plus sens. Et puis non, en fait, limite, ça m'a plus marqué quand j'ai compris, mais tu l'as un peu dit, Tom, que le trade de Paul George, c'était qu'un domino dans tout ce qu'elle arrivait après. Non, on n'allait pas construire avec Russ, Grant, Gallinari, Adams, machin. Non, on allait tout envoyer. Enfin, tout envoyer. On avait quand même une belle équipe l'année d'après, mine de rien. Mais on allait tout envoyer, ce qui était possible d'envoyer de l'équipe actuelle pour récupérer un max de pick de draft. Ouais, parce que tu as le trade de Russ qui choque. Et puis, ouais. Moi, j'avoue qu'au moment du trade de Paul George, je me suis direct posé la question. Bah, en fait, Russ, c'est fini. Ouais, c'est ça. Là, Après, on avait déjà eu plusieurs deuil autour de lui. Et après, tu as toutes les étapes du deuil pour Russ. Par contre, là, c'était un vrai délire. C'était d'accepter, de le déni, enfin, toutes les étapes, hein, voilà, concrètement. On rigole du côté fan de Pierre qui est fan de Russ, tout ça, mais moi j'aimais beaucoup Russell Westbrook aussi. Hein. J'étais très attaché à ce joueur. Hein, donc... Non, mais alors, il faut arrêter avec ça. Tout le monde aimait Russell Westbrook. On était tous les gars. Plus ou moins. Il y en a qui aiment plus ou moins. Mais, moi j'avoue que j'étais très fan de Russell Westbrook. Le tir contre les Nuggets pour son MVP, là, c'est grand moment. Surtout après la saison MVP. Si tu ne l'aimais pas avant, après la saison MVP, soit tu étais plus fan du Thunder, soit tu aimais Russ. De toute façon, je suis resté. Autour de lui, voilà. T'attendais pas autour de Taj Gibson, évidemment. Non, c'est sûr. Voilà, donc c'était le grand moment. Le deuxième choc après le départ de KD, t'en as parlé, mais voilà, on n'arrive pas à garder des ailiers. On espère que J-Dub ne nous fera pas le même coup. À un moment donné, on aimerait bien garder des forts ailiers dans l'équipe. Et du coup, on va se pencher sur le scénario où on est dans le déni et du coup, on se projette sur un futur tout autre. Où là, Paul George, Sam Presti, il fait non, pourquoi je le traderais aux Clippers, pourquoi je ferais ça? Ou Paul George ne demande pas son trade, ou voilà. Peu importe la situation, mais on va se projeter sur le scénario où Paul George ne va jamais aux Clippers. Et on va commencer déjà par le point de vue du joueur. Paul George, qu'est-ce que ça aurait changé pour lui? Ça peut-être être un peu court comme partie, mais en termes de legacy, j'aime pas trop ce mot-là, mais pour la suite de sa carrière, est-ce que ça aurait changé énormément de choses que Paul George parte dans une autre franchise? Comme je l'ai dit, il n'a jamais fait une saison aussi forte individuellement que sa dernière saison au KC. Est-ce qu'on peut se dire, Paul George au Thunder, dans un contexte qu'il connaissait déjà depuis 2 ans, où il montait en puissance, parce que même ses playoffs, les playoffs contre le Jazz sont pas bons du tout, mais les playoffs contre les Blazers sont pas si mauvais de la part de Paul George. Il n'a pas les grands moments, etc., mais c'était clairement mieux que ce qu'il avait produit contre le Jazz. Est-ce qu'on pouvait imaginer un Paul George meilleur à OKC que ce qu'il a pu faire aux Clippers, par exemple, où on n'a jamais trop vu la pleine mesure de son talent, je trouve, quand il était là-bas? Meilleur que ce que la dernière saison qu'il a fait au OKC, non. C'est son prime. Le gars est trop fort. Le gars est trop fort. En vrai, si OKC est peut-être mieux classé, il est peut-être MVP. Enfin, après, il y a des gros candidats. Mais peut-être. C'était ma question. C'était ma question. Est-ce que on aurait pu imaginer Paul George MVP, sachant que le MVP de 2020, je remets le contexte, Giannis Antetokounmpo, les Bucks premiers de conférence. Moi, j'ai du mal à l'imaginer dépasser ce plafond de verre quand même. Je pense qu'il a vraiment fait une saison exceptionnelle où, en plus, il n'a pas eu de blessure. Enfin, c'est quand même un joueur qui est très injury prone. Et je pense quand même qu'au bout d'un moment, les blessures l'auraient fait chier dans tous les cas, comme ça a été le cas quand même aux Clippers. Il avait déjà des problèmes d'épaule quand il était au Thunder. Ah oui.
C'est ça le Donc, problème. tu vois, c'est quand même difficile d'envisager un futur où il continue à surperformer comme il l'a fait sa dernière saison à OKC. Donc, moi, je pense pas qu'il aurait fait mieux. Et est-ce qu'il aurait fait autant? J'ai du mal à l'envisager. À vous de me dire ce que vous en pensez. Ben, déjà, le truc qu'il faut quand même mentionner, c'est qu'il fait une saison énorme, mais les playoffs sont pas exceptionnels parce que C'est ça. il commence de se blesser à l'épaule. Ouais. Mais sur la saison régulière, le CV de la saison, c'est top 3 MVP, top 3 défenseur de l'année, et All-NBA First Team, All Defensive First Team. Euh, c'est quand même solide, de très très solide. Je peux difficilement faire mieux, à part peut-être un Shea cette année ou des choses comme ça, quoi. Enfin, voilà, on est sur un niveau stratosphérique. Mais en fait, sa suite de carrière a tellement été conditionnée par des blessures que en fait son prime, il a été cette saison-là au OKC, même en stade brut, en ce que vous voulez. Son prime, c'est quand il était à OKC à ce moment-là, avec des actions clutch, avec plein de choses. Les highlights de Paul George sur cette saison-là, si vous êtes C'est devenu sympa. fan après, Ah, allez ouais. voir. Vous comprendrez pourquoi on a ce débat-là aujourd'hui de Paul George. En vrai, non, je pense qu'il, enfin, c'est toujours dépendant des blessures. Je pense que vu comment jouait OKC, et on va en parler ensuite de la construction de l'effectif qu'il aurait eu potentiellement, il aurait eu énormément de responsabilités, donc il aurait eu des stats flamboyantes, j'ai envie de dire, globalement, hein. Bon, sauf s'il se blesse, mais plus qu'aux Clippers, où je pense qu'il était, il partageait la balle avec Russ, mais Russ était quand même devenu un peu moins scoreur petit à petit. Je pense qu'il se serait décalé un peu plus en créateur, là où quand t'as Kawhi à côté, bon, les deux pas se marcher sur les pieds parce que ils jouaient bien ensemble, mais il y a un peu plus comment dire, de superposition des fois de leur jeu ou de Bien choses comme sûr. ça qu'avec Russ. Mais non, en MVP, je pense pas. Mais par contre, top 5 MVP, peut-être une ou deux saisons, possible. Possible. Mais on va en reparler ensuite, mais quand j'ai revu après le roster et la situation financière des joueurs qu'il y avait, je vois pas dans quel monde OKC arrivait à être performant dans les années suivantes en C'est vrai. ça. Donc C'est ça. On j'ai va un peu en de mal. discuter. On Ouais, va en ça va être le rediscuter, gros point, évidemment. mais Ça va ouais. être le gros morceau de ce podcast. Ouais. Mais pour aller là-dessus, je suis d'accord. La saison qu'il a faite, la saison top 3 MVP, je pense pas qu'il l'a reproduit exactement. Par contre, je pense qu'il a une suite de carrière meilleure sur le plan individuel que ce qu'il a eu aux Clippers. Même s'il y a les blessures, et que je pense que les blessures, c'est pas une question d'environnement, parce que certes, à OKC, ces 2 saisons, il rate quasiment aucun match. Il fait 79 matchs la première et 77 la deuxième. Donc, vraiment, il joue quasiment tout le temps, quoi. Et même s'il avait ses petits problèmes d'épaule, il arrivait à jouer quand même avec. Aux Clippers, il a beaucoup moins joué, il a eu des vrais problèmes de blessure, mais je suis pas sûr que ce soit lié à l'environnement. Pour le coup, le corps de Paul George, je l'avais déjà eu, on savait sa grosse blessure au T-Bag, mais c'était déjà un mec où on se disait, vu les grosses blessures qu'il s'est mangé en carrière, peut-être qu'il va décliner un peu plus vite que ce qu'on aimerait. Mais par contre, je pense que sur la production pure individuelle, en restant au OKC, il aurait eu, tu l'as dit, il aurait peut-être été top 5 MVP une autre fois. Je pense, alors je sais pas s'il aurait été top 5 MVP, mais il aurait eu plus de All-NBA. Tu vois, il en a eu qu'une après son départ d'OKC. Il était 3 fois All-Star et une fois All-NBA sur team. J'aurais pu l'imaginer avec peut-être 3 All-NBA, tu vois. Il reste 4 ans de plus à OKC, il peut faire 3 All-NBA potentiellement. Parce que c'est Après, il a vraiment de la lui le chance meilleur joueur de l'équipe, quoi. il a presque de la chance que la règle des matchs joués ne compte pas, quoi. Parce que, Ouais, ça c'est Oui, sûr. avec la règle des matchs joués, il en avait aucun aux Clippers. ouais. Mais bon. Mais ouais, je pense qu'il aurait eu, parce que surtout aux Clippers, il était un peu utilisé entre guillemets à contre-emploi. Alors c'est pas exactement ça, mais tu vois, il y avait une superposition de 2 ailiers forts à qui il faut donner des ballons. Là où à OKC, t'en as parlé aussi, Pierre, t'as Russ plus à la main et qui était en train de faire son évolution en tant plus que passeur, qu'il scorait un peu moins, etc. Et qui faisait jouer un peu plus Paul George, justement. Et donc Paul George était vraiment le scoreur numéro 1 de l'équipe. Tu vois, aux Clippers, pareil, il n'a jamais redépassé les 25 points de moyenne. Bon, la seule année où il l'a fait, c'est sur cette fameuse dernière saison au OKC. Je pense que s'il était resté au OKC, il aurait pu dépasser plusieurs saisons de suite les 25 points de moyenne et être un vrai candidat pour les All-NBA first, second team, tu vois, dans ces eaux-là. Pas MVP, parce que le Giannis de 2020, c'est quand même... on arrive sur un bestiau, c'est quand même quelqu'un. Mais ouais, je pense qu'individuellement, il aurait un peu plus brillé. Est-ce que mon autre question sur Paul George, avant qu'on parte sur l'autre scénario où il reste pas, au OKC, est-ce qu'il aurait été un peu moins vu comme un choker entre guillemets à OKC, dans le sens où il a jamais passé un tour de playoff au Thunder, et contre le Jazz, j'en ai parlé, sa série elle est pas bonne, surtout son match 6 c'est cataclysmique franchement.
une honte. Et la série contre Portland, elle est clairement meilleure que celle contre le Jazz, mais il se mange le tir de Lillard, tu vois, il est quand même encore du mauvais côté de l'histoire, entre guillemets. Est-ce que en restant au OKC quelques années de plus, la manière dont on perçoit Paul George au Thunder, et je précise bien au Thunder, aurait été différente? Je pense que c'est quand même aussi lié au collectif parce que quand même, comme tu l'as dit un petit peu tout à l'heure, Pierre, on a du mal à imaginer le Thunder aller loin, même en gardant Paul George. Et même s'il fait une série de ouf et que tu passes pas un tour, il serait quand même vu comme un choker. Et en plus, ces séries de playoffs avec les Clippers ne me font pas dire non plus qu'il aurait été monstrueux et un énorme killer en playoffs. Il a des bonnes séries avec les Clippers. Je me rappelle, je crois que c'était en 2022 quand Kawhi est blessé. Il porte un petit peu les Clippers, c'est pas mal, mais il a quand même eu cette réputation de choker aussi chez les Clippers. Donc, j'ai du mal à imaginer qu'en restant à OKC, il aurait été si flamboyant en playoff. Et surtout qu'il y a encore ce problème de blessure qui tombe. Ouais, puis déjà, avec les Clippers, ils sont pas allés tous les ans en playoff, pour le coup. Donc, tu vois, je pense que c'est pas 2022 parce qu'ils y étaient pas. Mais, c'est en 2021 alors C'est peut-être. 2021, oui. Oui, c'est l'année, vraiment fort, c'est l'année contre les oui, Suns oui. en Quand même finale. 19 matchs de playoff, donc il y a quand même, ils ont fait quand même un bon parcours. Oui, c'est Mais ça. En 2021, pardon. après, ce truc de choker, en fait, ça vient de la série contre Utah où il y a notamment le match 5, si je ne me trompe pas, où Russ prend quasiment tous les tirs et joue tout seul. Et t'as le fameux Melo et Paul George, quand tu regardes les stats, ça craint. Ça craint vraiment. Et l'année d'après, où en fait, OKC était considéré comme une équipe de play-off et une équipe qu'il fallait pas prendre parce que de superstars, parce que machin. Alors qu'en fait, quand tu regardes sur l'ensemble de la saison, c'est pas si fort que ça, en fait, collectivement, sur plein de choses. Par contre, ouais, t'as deux joueurs potentiellement monstrueux, voilà. Ouais, l'aspect de choker, en fait, je suis d'accord avec Charlie, si tu ne passes pas de tour de playoff après dans les années suivantes, il n'est pas corrigé, quoi. Sauf s'il joue tout seul et qu'il est vraiment trop fort et qu'en fait c'est à côté que ça marche pas. Mais ça, je suis pas sûr qu'on l'aurait vu. Donc ouais, j'ai un peu de mal à le dire. Après, est-ce que c'était vraiment un choker au OKC? Ouais, j'avoue que j'ai un peu je reste sur ma fin en post-season, quoi. Mais On par reste sur contre, la fin. Ouais, c'est ouais, plus On ça. reste sur notre fin. par contre, le Il y joueur a a quand que même 2 montré ans, un niveau OKC. Oui. Si tu prends que la régulière, enfin, c'était fort quand même. Il nous a fait vibrer au moins, pas comme Carmelo Anthony par exemple. Bon, voilà, c'était un Peut-être autre un what délire. if Carmelo Anthony, on sait jamais. Ah, Hein. c'était Et pas si le même Carmelo âge. Anthony avait fait une carrière aux Hawks. Non, mais, pour ce qui est de Paul George à OKC, je pense que c'est pas mal. On viendra sur OKC juste après, mais je voulais d'abord glisser l'autre scénario. Paul George ne va pas aux Clippers, mais il reste pas au OKC non plus. Il va autre part. Ça. Là aussi, pour le joueur, je vais glisser là-dessus. Dans quelle équipe on peut imaginer pour Paul George? J'ai fait mes petites recherches pour retrouver ça. Et en fait, quand tu écoutes un peu ce que disait Paul George, même à l'époque des Pacers, puis après les retours, même après son passage aux Clippers, etc., rappelons qu'il y a Podcast P qui existe maintenant. Donc on peut avoir pas mal d'infos sur Paul George. Je vous fais le résumé, mais en gros, il n'y avait qu'une seule autre équipe dans laquelle on pouvait l'imaginer, c'était les Lakers, quoi. Parce que pour le coup, je vous fais une petite liste de citations quand même que j'ai trouvées. Déjà au moment de son annonce où il demande son transfert aux Pacers, où il le demande à 1 an de la fin de son contrat, justement, pour que les Pacers puissent se retourner et le transférer quelque part. Woj tweet, Paul George donc demande son trade, et il a dit aux Pacers qu'il voulait quitter la franchise donc, en 2018, donc un an après du coup sa demande de trade, et qui préférait les Los Angeles Lakers comme destination. Après, on lui demande son avis sur Los Angeles. Il dit j'adore Magic, c'est un mec génial, je suis un enfant de Los Angeles. Ce genre de choses, par exemple. Et puis après, par exemple, il nous a dit sur son passage aux Clippers que oui, quand il arrive à Los Angeles, aux Clippers, etc., il a toujours. Des gens lui disaient tu aurais dû être un Laker. Les gens disaient qu'il était dans l'équipe B de Los Angeles, ce genre de choses, et qu'il avait cette impression-là sur tout son passage à LA. Et même au final, il y a eu un retour même après son passage aux Clippers où on voit, il nous l'a pas dit à nous directement, mais où il a dit ça aurait été bien, on peut faire une interview de Paul George là s'il veut, mais bon, c'est pas à nous qu'il l'a dit, mais qu'en gros, il confirmait bien que lui, en 2018, si les Pacers le prolongeaient pas, lui son plan c'était il signe à Los Angeles Lakers en tant qu'agent libre, limite quitte à faire une ristourne, tu vois, et que le trade à OKC ça a un peu cassé ses plans.
Donc avec toutes ces déclarations, déjà on voit que la prolongation en 2018, l'extension de contrat de Paul George n'a été pas gagnée. Parce que le mec sort de avait nulle vraiment... part. Ouais. Celle-là, elle sort de nulle part. Hein. Enfin, le personne mec, il avait n'y croit vraiment envie bien. d'aller aller, quoi. Et ça finit, si vous l'avez pas vu en direct, sur une espèce de photo Insta ou Twitter, unfinished business avec un cigare et Russ en fond, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc, ça sort de nulle part, vraiment. Mais bon, on était très contents à l'époque. Hein, mais Ah, mais la photo, la photo est mythique hein, pour Ouais. le coup. Mais Ouais. bon, ça a duré qu'un an après, mais au moins OKC a pu se retourner et récupérer un beau package en retrade dans Paul George. Mais voilà, il voulait aller aux Lakers. Et donc, on s'imagine bien que c'est un peu la seule destination dans laquelle il aurait été, parce que le trade d'OKC a cassé ce délire-là et que lui se sentait vraiment comme un homme de Los Angeles, pour le coup. Ce qui est un peu le cas de Russell Westbrook, d'ailleurs, hein, qui est de Los Angeles, qui a dit qu'il aimait bien Los Angeles. Et en fait, dans sa carrière, il a fait les deux franchises de Los Angeles. Donc finalement. Après, le truc, c'est que Lakers, cette année-là, si je me trompe pas, c'est l'année du trade Davis en provenance des Pelicans. Donc, t'as Lonzo Ball, Brandon Ingram, etc. dans le trade. Donc, que Paul George veuille y aller aux Lakers, certes, mais est-ce que ça aurait été possible, étant donné qu'il y a ce trade, ou alors il l'aurait fait avant, et donc tu te retrouves avec Julius Randle, Brandon Ingram et Lonzo Ball à OKC. C'est quelque chose qu'on peut imaginer, tu vois. Mais moi, j'avais aussi réfléchi au fait qu'il aille aux Raptors, parce que Kawhi demandait Paul George, et s'il restait aux Raptors, et que Paul George était trade aux Raptors avec Siakam qui débarque à OKC. Mais je pense que c'est plus de la fiction qu'autre chose. Ça aurait été rigolo. Ou alors il signe agent libre aux Raptors. Enfin, il signe aux Raptors quand Kawhi se barre. Tu vois, il le remplace. C'est rigolo. Non, mais en vrai, oui, il y a le trade de Davis, mais en fait, tu fais suite Paul George à la place. C'est quasiment c'est le même trade. Enfin, peut-être à cette époque-là, et encore, je sais même pas, tu as peut-être un tour de draft en plus ou des trucs comme ça. Mais oui, justement, justement, il y a deux scénarios. C'est soit ils font quand même le trade de Davis et ils récupèrent Paul George. Honnêtement, j'essaie de me pencher là-dessus. Je vois pas comment c'est possible. Alors, LeBron, Paul George et AD, l'équipe, elle est sympa. Hein, mais par contre, LeBron a OKC alors. Ils veulent, mais je suis pas sûr que c'était le projet des Lakers, mais pourquoi pas. Mais donc il y avait cette possibilité-là, mais ça paraît très improbable au vu du package qu'ils ont envoyé pour Anthony Davis déjà. Et justement, il y a le scénario où en fait, Anthony Davis il va jamais aux Lakers parce que Dell Demps il n'est pas viré des Pélicans et il refuse catégoriquement de trader. Je sais pas si vous vous rappelez, pendant l'hiver c'était censé se faire avec la deadline déjà de l'année avec AD. Et en fait, Dell Demps il a fait non, ils m'ont saoulé, je le trade pas aux Lakers. Je veux bien le trader mais autre part. Et du coup, il s'est fait virer à cause de ça d'ailleurs, mais il y a un scénario où il reste au Pélican, il refuse le trade, et au final, les Lakers, ils se disent, faut qu'on ajoute une star à côté de LeBron, et ils font Paul George, quoi. Et quand tu vois le package d'Anthony Davis, là, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, le trade d'AD, dans les faits, c'est un trade à 3. Les Lakers récupèrent Anthony Davis, c'est tout. Les Wizards, c'est un trade à 3, mais on va un peu laisser de côté, ils récupèrent Isaac Bonga, Jeremy Jones, Mo Wagner, et un second 2022 qui va donner Kennedy Chandler. Ils récupèrent les restes, quoi, même si Mo Wagner, c'est devenu un bon petit joueur de basket. Et du coup, les Pélicans, ceux qui nous intéressent, ils ont récupéré Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Sur le papier, DeAndre Hunter, mais finalement, il avait été échangé à la draft pour Jackson Hayes, donc c'est Jackson Hayes. Horrible. Un first 2022 qui a donné Dyson Daniels, a posteriori. Un swap en 2023 qui n'a pas été récupéré, je crois, au final. Et un first 2025 donc de cette année où c'est Drake Powell qui a été drafté avec ce pick. Voilà, vous avez la gueule du package. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça aurait été un beau package pour Paul George? Est-ce qu'on aurait pu imaginer un package similaire pour Paul George par rapport à ce qu'ont lâché les Lakers pour Anthony Davis? Déjà, je pense qu'on ne trade pas pour Jackson Hayes. Autant qu'OKC, je pense. Pas de draft après. Ouais, non, mais pour le coup, Hunter, ça ne bloquerait pas contre draft. Mais... c'est que les Lakers, c'est le pick 4, je crois. Ouais. Ils ont échangé pour avoir le 8. Et il y avait un truc avec les Hawks qui ont récupéré le 10 et le 4 aussi. Enfin, c'était un gros bazar, mais en gros, Hunter, c'est le 4 et Jackson Hayes le 8. Et ils trade le 4 pour le 8. Je ne sais plus exactement comment. Mais... Non, après c'est des joueurs compétents que tu récupères. Enfin, à l'époque, Lonzo Ball avant toutes les blessures, Brandon Ingram qui est devenu quand même un bon joueur, même si maintenant c'est un peu plus compliqué, qui a été All-Star, etc. Josh Hart, c'est pas mal, pour le coup. Donc, c'est des joueurs, mais encore une fois, on en revient au même point. Si tu fais ce trade-là, est-ce que tu prends ça et tu construis avec Russ et autour de ça? Mais c'est quand même pas fou. C'est un remake de 2017, pardon,
avec un peu plus de talent et encore, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas foufou. Soit, par contre, ça te fait des belles monnaies d'échange, je trouve, pour les envoyer à droite, à gauche chacun. C'est un peu ça, peut-être un Josh Hart à Ingram, etc., pour des équipes en construction, un Lonzo Ball Josh Hart, pardon, pour des équipes un peu plus contender, etc. C'est pas déconnant. Mais tu construis pas avec ça. Enfin, sauf si tu es très chaud sur Ingram, mais... Je pense que très honnêtement, dans tous les cas, s'il y avait eu un trade de Paul George, c'était quand même pour appuyer sur le bouton reconstruction. Donc, si tu récupères des pics et ces joueurs, tu les retransfères pour récupérer le plus d'assets possible. Et tu as un trade de Russell Westbrook derrière, je pense, dans tous les cas. Vous pensez qu'on n'essaye pas de reconstruire avec ces jeunes-là? Comme quand Shea, tu le récupères, tu reconstruis avec lui. Est-ce que tu n'essayes pas de reconstruire avec Lonzo Ball, Brandon Ingram, tu vois? Là, le truc, c'est que c'est facile parce qu'on a le recul. En vrai, on sait ce que les joueurs ont donné. Mais Lonzo Ball et Brandon Ingram, c'est 2 choix numéro 2. Mise en contexte, c'est ça. C'est que Lonzo Ball est un peu décevant. Ça marche pas très bien à côté de LeBron. Et d'ailleurs, la première saison au Pélican de Lonzo Ball est très intéressante. Mais voilà, ça a un pic 2 où tu te dis, c'est peut-être un échec. Ouais. Brandon Ingram, tu vois que le talent est là. Et justement, c'était un peu l'asset principal de ce trade que demandaient les Pélicans. Le seul qui n'a pas été lâché, en fait, c'était Kyle Kuzma. Il était protégé par les Lakers. C'est tellement pas des profils, surtout Ingram, que tu as envie de voir à côté de Russ pour le coup. En plus, c'est horrible. Ouais, Lonzo Ball, encore, si tu le mets en shooter, second ball handler, défenseur, un peu ce qu'il a eu les dernières années où il a plus joué, pourquoi pas. Mais Ingram à côté de Russ, en fait, c'est un mauvais remake de KD, tu vois. C'est vraiment. Tu descends en ailier, tu fais KD, Paul George, Brandon Ingram. Mais je suis d'accord avec toi que, vu la réputation des gars ou le niveau de draft, etc., parce que ça compte beaucoup, tu peux te dire, je pense qu'il y aurait eu des gens dans la fanbase, même à cette époque, qui auraient dit non, mais on va construire avec ça, ça va être trop bien, on a récupéré des bons prospects et tout. Comme avec Shea, d'ailleurs, quand tu récupères, c'est juste un bon prospect, c'est pas plus que ça. Il a fait des très bonnes choses, mais c'est un bon prospect. Plutôt d'accord sur le côté. On est d'accord quand même, si tu fais ce trade-là, Russ, il est quand même tradé après. C'est un rebuild. Ça paraît compliqué. C'est vrai. Compliqué de construire. Je pense. Ouais. On est d'accord là-dessus. Bon. Après, j'ai pas trop envie de m'imaginer le rebuild avec Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, Jackson Hayes, je vous avoue. Mais, après, est-ce que il y a des bons joueurs là-dedans? Moi, j'aime beaucoup Lonzo Ball. Par après, exemple, ça se trouve, à OKC, ils auraient été meilleurs. On sait pas, tu vois. Après, Russ, il est tradé à Phoenix, donc déjà, tu récupères Chris Paul et d'autres trucs. Mais après, est-ce qu'il aurait été tradé à Phoenix? À Houston. Houston, pardon, ouais, j'anticipe. Oui, j'anticipe. Disons que Sam Presti, il l'a tradé dans un endroit où il voulait aller, tu vois. Houston, il y a son pote James Harden, c'était un peu ça qui avait. Et une équipe très compétitive, accessoirement. C'était un peu ça qui avait motivé le trade. Donc, je sais pas. Personnellement, en tout cas, dans ce scénario-là, je pense que Russ, ça lui change pas grand-chose finalement. Je pense qu'il part quand même aux Rockets. C'est possible. Ouais. Voilà, on s'est projeté sur PG. On reviendra en fin de podcast sur d'autres équipes et des scénarios de trade. On rigolera un peu. Mais déjà, on va attaquer le gros morceau de ce podcast après avoir parlé de Paul George individuellement et un petit peu de trade aux Lakers. On va parler du Thunder et de ce qui se serait passé de la saison d'OKC. On va essayer de simuler déjà une saison fictive 2019-2020 dans un scénario où Paul George reste à OKC, qui reste, je pense qu'on va être d'accord là-dessus, le scénario le plus probable des deux qu'on a détaillé, plus que le trade des Lakers, étant donné en plus les Lakers, au quel point ils étaient à fond sur Anthony Davis depuis un an. on va dire un an. Donc, si Paul George est là, déjà, première question, je pense que la réponse sera oui. Russell Westbrook reste à OKC? Oui. Il n'y a pas de question de le trader, je pense. Voilà, on est d'accord. Et maintenant, tu n'as pas tes pics de draft, tu n'as pas Shea Alexander, tout ça. Maintenant, on va se projeter sur le roster de cette équipe 2019-2020. Est-ce que ce roster-là aurait pu faire mieux que les années précédentes? Est-ce qu'OKC, c'était la troisième année qui était la bonne, finalement, pour aller loin en play-off? Alors, on va se projeter un peu sur l'équipe. Alors déjà, j'ai essayé de comparer les salary cap, donc 2018-2019 et 2019-2020. Autant vous dire qu'il n'y a pas une marge de manœuvre exceptionnelle. Niveau financier... Tu peux pas faire de coup à la free agency, ça c'est sûr. À niveau financier, c'est très compliqué, effectivement. Et pourtant, c'est une free agency qui est très intéressante, 2019. Je crois que c'est la dernière très très grosse free agency qu'on ait eue, d'ailleurs, avec énormément de mouvements de stars. Mais il faudrait regarder. Mais bon, on parlera de KD au Nets, tout ça. Mais voilà, donc tu te retrouves avec cette équipe-là. On va essayer de se projeter. Je sais pas, les gars, si vous avez essayé aussi de votre côté de projeter une rotation pour cette équipe-là.
c'est sportif. On va essayer de voir, ce que ça aurait donné. Bon, déjà, on a Russell Westbrook et Paul George. Je pense que le troisième qu'on peut déjà verrouiller dans cette équipe, c'est Steven Adams. Ouais. Parce qu'il était dans l'équipe de l'année d'avant, 2018-2019, et il était encore dans l'équipe 2019-2020, même dans la réalité. Il avait même, et puis il avait même 2 ans encore de contrat à ce moment-là. Dans sa rookie extension, donc pas si cher que ça encore pour l'instant. Parce qu'après, il a eu un bon contrat quand même, Steven Adams. Il a eu des bons contrats. Ouais, il était bien plus de 20 il est avec son l'année, gros contrat déjà. Il a ah oui, c'est vrai. Cette année, il a le gros contrat déjà. Ah bah oui, mais oui, donc déjà même à trader et autres, pas le plus agréable. Mais non, lui, Adams, il bouge pas. On est d'accord. On a parlé de Jeremy Grant. On a parlé de Jeremy Grant tradé aux Nuggets. Ça, c'est la question. Le truc, c'est que Grant, il lui restait 1 an plus une player option. Vu le profil du gars, je pense que sa player option, jamais de la vie, il la prenait. Donc tu l'avais 1 an et tu perdais pour rien ou il fallait le re-signer, si je ne me trompe pas. Dans la réalité, il fait une saison à Denver et après il signe un gros contrat à Détroit. Ouais. Exactement. Donc c'est ce qui arrive. Et du coup, voilà, ça aurait fait la même au OKC, je pense. Du coup, soit tu le gardes 1 an et tu perds contre rien, parce que tu pourras pas le payer, soit tu le trades. Et pour moi, on va en parler ensuite, c'était l'une des pièces majeures peut-être, c'est triste à dire parce qu'il était intéressant dans cet effectif, mais majeur pour essayer de faire un upgrade, quoi. Il était payé pas si cher que ça, effectivement. Bah ouais. Première extension, 2010-2009, il avait 8,5 millions, donc c'était 8,5% du cap à peu près. Donc ça va, quoi. Pour la qualité du role player, c'était intéressant. Et du coup, il y en a un cinquième que je vais verrouiller avec vous, dont on va parler aussi, et on va pouvoir, je pense, le verrouiller lui, le Dennis Schroeder, qui était déjà là en 2018-2019. Vu la saison qu'on a vue en 2019-2020 en plus, on est d'accord que c'est le 6e homme de cette équipe. Moi, je suis d'accord, mais je pense qu'il y a un monde où justement, il y a Presti qui fait des moves et qui essaye de faire un trade pour, avec Dennis Schroeder et Jeremy Grant pour essayer de choper un petit peu un troisième joueur à côté de Russ et PG, tu vois. Ok, ça recherche un trade. Moi, je pense qu'il y a un monde après. Je suis d'accord parce que c'est un peu la seule solution que tu as. En fait, c'est mais ça. Dans un autre sens, bon, on est peut-être biaisé avec l'effectif actuel qui est t'as 12 joueurs, quoi. Mais t'as vraiment, si tu fais ça, que tu envoies ces 2 joueurs-là contre un autre, t'as vraiment 3 joueurs, quoi. 4 joueurs avec Adams. Le reste, c'est. Ouais, on va parler de la rotation. C'est le néant. Ouais, justement, c'est ça la question. Genre, est-ce que tu essayes de former, pas un blockbuster trade, mais tu essayes de trouver vraiment un troisième bon joueur pour essayer d'upgrade l'effectif? Parce que, en soi, si tu gardes l'effectif tel qu'il est, on va en parler. Tu vas pas aller bien loin. C'est ça, Ouais, le truc. Parce que c'est ce qui avait essayé d'être fait avec Melo en soi, en vrai. Oui, clairement. Sur les stars qu'il y avait, il y avait beaucoup de stars qui étaient free agent, mais tu vois, tu aurais pu te positionner sur, je sais pas, un Vucevic, un Jimmy Butler, tu vois, il y avait des joueurs comme ça cette année qui étaient sur le marché des transferts. Il est où alors Ford à ce moment-là? Il y a alors Ford aussi qui signe aux Sixers. Ouais. Mais par contre, il prend un contrat très coquin, alors Ford. Hein. Oui, c'est 30 millions l'année. C'est l'époque où il signerait. Mais ouais, et sinon, alors, pour ceux qui s'en rappellent, je pense que Alec Burks ferait partie de l'effectif. Ah oui, c'est vrai. Alec Burks, qui, pour rappel, devait signer au Thunder. Et quand il a vu que Paul George partait, il a vite changé d'avis. Et il est allé aux Warriors, je crois, qui au final a fait une saison catastrophique. Donc, énorme karma. Mais je pense que du coup, Alec Burks est un profil à rajouter dans l'effectif parce que c'est sûr qu'il y aurait été. C'est vrai qu'il a eu un bon de sortie exceptionnel de surveillance imprécis. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai que t'as Alec Burks. Ouais, mais bon. Alec Burks, ça aurait eu une vibe très Corey Brewer, quoi. Ça aurait été un peu dans ce délire, j'ai l'impression. Ouais, peut-être un shooter et encore, ouais. C'est vrai que tu étais censé signer Alec Burks, pour le coup, mais qui n'est pas venu. Alors, ce que je vous propose, les gars, on essaye de projeter un peu la rotation qu'il y aurait eu s'il n'y avait pas eu de trade. Yes. Et après, on essaye de voir les mouvements qui étaient possibles. Déjà, on a Westbrook, Paul George, Steven Adams. Ça, on a dit que c'était bon. Ouais. En l'état en sortie de banc, on garde Dennis Schroeder si on ne projette pas de trade. Ouais. Pour compléter le 5, est-ce qu'on met Jeremy Grant quand même ou est-ce qu'on se dit, à un an de la fin de le contrat, c'était sûr qu'il allait partir? Pour moi, tu peux difficilement le garder. Mais... Pour moi, ouais, faut surtout que tu vois, il
il est même trade avant, donc je pense que dans tous les cas, il se serait fait trade et tu aurais peut-être eu un autre joueur à la place, quoi. Un autre joueur. Ok. Mon avis, c'est plus qu'on l'aurait, je pense, gardé pour un genre de all-in. Mais si tu l'inclus dans un trade, par contre, il peut te servir pour l'inclure dans un trade et on verra tout à l'heure les possibilités de trade, tu vois, parce que son contrat est très intéressant pour pas mal de gens. Est-ce qu'on a encore Nerlens Noel ou pas? Ouais. Backup pivot Nerlens Noel est toujours là. Parce que c'était une player option ou il avait encore un an de contrat? Je crois qu'il s'était mis un contrat l'année d'avant, je crois. Non, c'est une année au minimum aussi, comme l'année d'avant. Je crois qu'il re-signe juste. Hein. Ou alors c'était une team option ou un team ou player option, mais ouais. Mais il reste, et dans la réalité, il est resté pour la saison de la bulle, donc c'est pas inenvisageable. Oui, c'est vrai. Il y a un joueur qui aurait toujours été là, évidemment, c'est Darius Bazley, tu l'as drafté. Est-ce qu'on aurait drafté Darius Bazley? Même ça, c'est ça, même ça, c'est biaisé, quoi, ouais, tu vois. Ouais. Est-ce qu'on aurait drafté Darius Bazley? Ça, c'est... En vrai, moi, je pense pas. Moi, je ne pense pas. Je suis pas sûr. On aurait gardé Brandon Clark. Est-ce qu'on aurait eu Brandon Clark dans cette équipe? Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas si inintéressant, hein. C'est pas si déconnant. C'est pas si déconnant. Ouais. Et t'avais quel autre joueur disponible? T'avais Grant Williams juste derrière, qui était pas si déconnant non plus dans le profil, en tout cas. Bah, et puis, dans l'idée de drafter un 4, c'est pas si déconnant. Dans l'optique où Jeremy Grant, tu dis que tu vas pas le garder. Peut-être qu'il y avait une idée comme ça avec Darius Bazley aussi. Hein, c'est que tu n'étais pas 100% sûr de trade, mais qui t'es dit, poste 4, on va être mal. Donc, j'essaye de voir un peu les pics qu'il y avait à l'époque. Mais c'est vrai que le Brandon Clark, c'est un peu le pic évident, parce que c'était un choix d'OKC à la base. Quoi. En vrai, là, dans le range, Brandon Clark, Grant Williams, Darius Bazley, t'as que des 4, 5 et avec Clark un peu. Et... T'avais Lucas Samanic. Est-ce qu'on aurait pris Lucas Samanic? Ça aurait été un beau flop. Non, mais après, c'est marrant, t'as Ty Jerome derrière, Jordan Poole. Ty Jerome, ouais. Nassir Little, il avait une belle cote. Hein. Il avait chuté parce que, je sais plus, il y a une blessure ou quoi, mais à la base, c'était un loterie. Hein. Donc, Daniel Gafford, Cody Martin. Bon, après, là, c'est vrai qu'il y avait Jordan Poole, Keldon Johnson, qui est une Porter Junior, qui étaient les 3 derniers du premier tour, qui étaient tous les 3 descendus très fort lors de la draft. Bol. Si on avait eu Bol. En vrai, t'as pas des choix où tu te dis vraiment. Oui. Moi, j'aime bien la take de Charlie quand même. Le Brandon Clark à la place de Darius Bazley, c'était compétitif. C'était vraiment poste 4 à l'époque en plus. Là, maintenant, c'est un 5, mais ouais, c'est pas déconnant en vérité. Mais en tout cas, tu gardes ton pick. Et tu draftes fin de premier tour. Un autre qui serait resté parce que il est sous contrat et que personne ne l'aurait pris, Terrence Ferguson, qui était dans la rotation. Il était là dans la bulle aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Terrence Ferguson serait dans l'équipe. Un autre pareil qui aurait été là mais qui n'aurait pas joué, André Robertson, malheureusement. Pour des raisons. Payé 10 millions l'année et pour d'autres fin raisons. de carrière, mais il est sous contrat donc tu l'as. Hein. Et déjà, on est avec un bon effectif. Il y a Amidou Diallo aussi qui était là. On peut l'inclure là-dedans. Et évidemment, il y a un mec qui a été signé en two-way cette année-là. Je pense pas qu'il y aurait eu un gros chamboulement que t'aies fait le trade de Paul George ou pas. Un certain Lugensdort. C'est l'été où il arrive à OKC en two-way contract, c'est donc l'été 2019. Il aurait été dans l'effectif. Est-ce qu'il aurait été aussi haut dans la rotation que ce qu'il a été dans l'équipe de la bulle? C'est une question qui peut se poser. Il y a de la c'est ce qu'on disait en off, on avait commencé à débattre sur ça. Il y a de la place en vrai. Enfin, Terrence Ferguson, il a rien prouvé, hein, surtout les saisons avant son départ et même lui aussi de sa fin de carrière d'ailleurs. C'est pas moi qui vais te contredire là-dessus. C'était vraiment pas fou. Tu perds Diallo, c'était. On avait le Hamidou Show, on a assez vu, hein, on savait ce que c'était. T'avais Abdelnader à l'époque, je sais pas s'il serait resté si on l'avait re-signé, je pense pas. Il était dans la rotation de 2020, donc ouais. Il était là. Si tu veux, je peux les faire, les Abdelnader, Deontay Burton, Mike Muscala, qui est arrivé en 2019. Et il y avait Isaiah Roby aussi. Mais tu le signes Muscala, du coup, non? Muscala, tu peux le signer, ouais, c'est ton 3e pivot, potentiellement. Mais je pense quand même ce trade a une incidence sur Lou Dort, et moi, je pense pas qu'il prend autant de place dès l'année suivante. Parce que si tu gardes Paul George et Russell, donc certes, t'as de la place, comme tu l'as dit, Pierre, mais Paul George, c'est clairement ton défenseur sur le point of attack, et c'est clairement uniquement ce que faisait Lou Dort sur sa première année. On lui demandait pas de shooter, il sort ce match à 30 points contre les Rockets,
mais autrement, tu lui demandes rien en attaque et tu lui demandes juste ça. Donc, est-ce qu'on lui aurait vraiment donné autant de place, donné autant confiance? Peut-être, hein, mais je pense que ça se débat. Ça se débat. Ou alors, peut-être pas directement, tu vois. Peut-être pas l'année d'après. Non, mais de toute façon, il n'aurait pas starté premier match de la saison. Non, mais bien sûr, il n'aurait pas starté, mais je pense que pour son développement personnel, ça n'aurait pas été la même. En soi, tu avais deux choix. Soit au fil de la saison, il prouvait un peu comme il avait fait avec Chris Paul, comme il l'a fait avec Chris Paul, etc. Et tu peux le faire starter au poste 2, mais en fait, c'est Schroeder qui a 80% des minutes sur ce poste-là, en gros. Hein. Sur ces moments-là, peut-être que tu délaisses un peu Paul George de son rôle, tu lui enlèves un peu de rôle en point of attack, comme tu l'as dit, pour l'économiser ou pour qu'il soit un peu off-ball, etc. Soit au contraire, tu le fais jouer juste quand Paul George n'est pas là. C'est le backup de Paul George en 3, quoi, tu vois. Ça se fait. Parce que t'as personne en soi. T'as vraiment, sur à l'aile, ces saisons-là, il faut se rendre compte que c'était des tests constamment. Je pense qu'on en signé ou on en drafté un par an ou deux. On testait constamment un joueur. Une fois c'était Abrines, une fois c'était Ferguson, une fois c'était Brewer, une fois c'était. Enfin, il y a eu tout le monde. Et t'as jamais personne qui a vraiment fait son trou. Ferguson, on y a cru un moment, une saison, et encore. C'était Abrines. Abrines, j'aimais bien. Il rentrait ses tirs, mais le souci, c'est qu'il est retourné en Europe et tout, donc on le compte pas. Ouais, puis après, défensivement, c'était compliqué. Puis mentalement, il s'est pas du tout adapté. Et puis même après la vie américaine, ça n'avait pas l'air d'être trop. Sa carrière s'est vite écourtée après, même s'il a rejoint en Espagne, c'était pas une longue carrière, quoi. Non, Lou Dort aurait, je sais pas, quel destin il aurait eu. J'ai tendance à dire, et on en reparlera pour certains joueurs ensuite, quand tu as un talent et quand tu as un truc, normalement, il y a un moment où ça finit par payer. J'ai toujours ce sentiment-là, et c'est peut-être utopiste de dire ça. J'ai l'impression que notamment au KC, si tu mérites de jouer et que tu montres, il y a un moment où ça paye, tu vois. Ça dépend. Ouais, après, il faut quand même un certain alignement des planètes. Je suis d'accord, carrément. Pour que ça marche, je suis sûr qu'il y a plein de talents qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment et pour qui ça l'a pas fait. Mais à OKC, je suis d'accord avec toi. Tu trouves toujours une porte de sortie ou un truc, quoi. C'était vraiment au-dessus, tu vois. Faut vraiment que tu sois au-dessus. Mais au vu du niveau que Dort montre, je suis plutôt d'accord avec Pierre que Dort, je pense qu'il aurait percé à un moment donné, rien qu'avec son niveau défensif. Tu vois. L'évolution offensive, etc., le fait d'être passé dans une équipe en rebuild complet qui gagnait plus de matchs, ça lui a peut-être fait du bien, justement, pour connaître ses qualités offensivement et se développer à ce niveau-là. Peut-être que ça aurait été un joueur offensif compliqué, tu vois, Jens Dort, s'il avait tout le temps été dans une équipe compétitive dès ses débuts. Mais après, la fameuse phrase, il n'y a pas de mauvais joueurs, il n'y a que des mauvais contextes. Mais justement, est-ce que Dort aurait explosé autant que ce qu'il a vraiment fait? Je ne sais pas, mais je pense qu'il aurait quand même crevé l'écran défensivement. Ça dépend qui tu joues en playoff. C'est sûr. Hein. En vrai, mais ça dépend de plein de trucs. Tu joues Houston ou tu joues même Portland, par exemple, tu fais un remake contre Lillard. T'es peut-être content d'avoir l'autre. Ouais. Du coup, j'ai pas parlé de Markieff Morris, mais je pense que ça ira. Non, ça ira. Du coup, si on récapitule, la rotation, ça aurait été Westbrook, Terence Ferguson, je pense, au poste 2. Au début de la saison, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Paul George, Jeremy Grant ou le mec que tu récupères contre Jeremy Grant. Parce que là, je suis d'accord aussi avec Charlie Lee, ce qu'il a dit, c'est que Jeremy Grant, si tu le trades, je pense que tu récupères plus un joueur, si tu gardes Paul George, pour essayer d'être compétitif, plus qu'un pick de draft. Et Steven Adams au poste 5, avec en sortie de banc Dennis Schroeder, Darius Bazley qui aurait eu du temps de jeu, ou le joueur que tu draftes à sa place, un Brandon Clark par exemple. Nerlens Noel aurait eu du temps de jeu. Je pense qu'il y a Alec Burks, avec Alec Burks devait signer. Et potentiellement, tu vois, s'il y a un Diallo, un Dort qui sort un peu du lot à ce moment-là, personnellement, je pense que Dort aurait vite intégré la rotation. Toujours ce spot joker un peu, mais c'était ça à l'époque, hein, je me souviens. Tu savais jamais qui allait être un peu le 10e, 11e là. Une fois c'était Nader, une fois c'était Diallo, une fois c'était assez drôle. Au moins il y avait du suspense. Mais... Et j'essaie de regarder d'ailleurs les joueurs qu'il y avait à cette époque-là, avec le contrat de Jeremy Grant, que tu aurais pu récupérer, mais au poste 4, tu vois, un mec dans un contrat similaire. Aaron Gordon, c'est quoi? C'est tout plus cher, non? Non, c'était plus cher, mais c'était un rookie haut drafté, Aaron Gordon. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il avait pas eu une extension déjà, je crois qu'il avait déjà eu une extension après sa saison. Avant d'aller, ouais, possible. Si t'avais Jay Crowder potentiellement, qui était dans ces eaux-là. Jay Crowder, t'avais Jay Tucker. Brogdon, ce que je disais tout à l'heure. Taj Gibson après,
Ouais, c'est ce que j'ai. Tu vois, ça, tu me fais avec Gibson, tu fais penser, mais il faut se remettre en contexte de l'époque où poste 4, là, t'étais un peu à la bascule, mais t'étais souvent sur un grand encore quand même. Ouais. À part les Warriors, à part les Rockets ensuite. Mais tu vois, t'avais quand même pas mal d'équipes qui aimaient bien avoir un vrai 4, entre guillemets. Ouais, un 4. Le Pas profil un Greg Crowder, Monroe. tu mettais Crowder, là où maintenant ça serait rien, ce serait normal. Ce serait du small ball à l'époque, tu vois. On a peut-être Ah décalé oui, un bah peu à la l'époque, notion. même à l'époque du Heat et tout, Jay Crowder, André Iguodala poste 4, ou du Trevor Ouais. Ariza aussi, c'était ouais, il joue petit avec Bam Adebayo en 5. Mais, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, non, c'est vrai. c'était bien. Pour vous dire, dans les postes 4, il y avait Cristiano Felicio. Bon, au-delà du fait que c'est pas un très bon joueur de Ouais. basket, c'était un poste 4 à l'époque. C'est ce qui est quand même. C'est un poste 6 en NBA maintenant. C'est ça, Cristiano Felicio. Mais voilà. Au rugby aussi, c'est un 6, hein, d'ailleurs. Ah oui, oui. Ouais, rugby, troisième ligne, c'est vrai qu'il y a moyen là. Il y a moyen de coder quelque chose. Ouais. Et du coup, bon, la rotation à 10, on l'a dit, donc Westbrook, Ferguson, Paul George, Jeremy Grant ou un autre joueur. Je sais pas pour vous, moi j'avoue que le petit Jay Crowder, il me plaît bien. C'est rigolo. Ou Oui, Alpha Camino aussi. oui. il était où, Jay Crowder? À cette Là, époque-là, Jay Crowder, il est. Jay Crowder, il sort d'Utah, il va à Memphis. Et il fait Ouais, une c'est ça. demi-saison Memphis et il part à Miami. Ouais, Il c'est fait une ça. demi-saison à Miami. C'est ça. Ouais. Oui, Memphis. oui. Il y a Ouais. même il y a un délire avec D'Anthony Melton aussi, Ouais. je crois. Donc, ouais. Mais voilà, donc un Westbrook, Ferguson, Paul George, Jeremy Grant ou Jay Crowder, entre guillemets, Steven Adams. Et en sortie de banc, Dennis Schroeder, Dort, sûrement à la place de Diallo, Baisley, Alec Burks, j'ai oublié avant encore Alec Burks, et Nerlens Noel, avec du Mike Muscala. Voilà. Tu peux imaginer une rotation comme ça. Est-ce que vous avez des scénarios de trade? Vous en parliez des petits trades monnayés, Dennis Schroeder, Jeremy Grant, si tu le gardes, pour essayer de choper un autre joueur. Est-ce que vous avez des idées de joueurs de l'époque qui auraient pu, sur un sign-and trade par exemple, ou un trade au cours de l'été, qui auraient pu rejoindre OKC? Pour moi, le profil idéal dans cette équipe-là, c'est Horford. Mais en plus, on n'était pas passé loin des années avant, on l'a eu juste après. Mais tu vois, tu mets un Horford à la place de. Tu peux envoyer du Noël, tu peux envoyer des trucs, tu vois, et c'est pas dérangeant. Mais que t'aies pour le coup, et poste 4 et poste 5, potentiellement, mais qui te space le jeu. Parce que, alors, on parle du shooting d'OKC, l'équipe championne, hein, on parle que ça shoot pas bien. Bah, on a vécu des traumatismes bien pires que cette équipe-là. C'était une époque sombre pour le tir. Et André Robertson était blessé, on pouvait pas lui rejeter Ouais. la faute. Hein. Il n'y a personne qui shootait bien dans cette équipe. C'était Paul George. Mais il y avait Paul George et Grant n'était pas scandaleux, mais il en prenait pas beaucoup. Pas... Mais c'est tout, Ouais. c'est tout. Et que ça soit sur le 5, sur le banc, il y avait un peu Schroeder, c'est tout. Personne ne tirait. Abrines, quand il était là, mais il jouait pas beaucoup. Personne ne tirait. C'était Ferguson, il tirait à 33%, t'étais content, quoi. C'était vraiment, vraiment compliqué. Clair. Et donc pour moi, vraiment le besoin ultime de cette équipe-là, au-delà de défense, de création, de n'importe quoi, il du tir. Enfin, dans tous les playoffs, c'était la même problématique. T'avais pas de spacing, t'avais pas. Voilà, ce que à l'époque, KD, t'étais moins dérangé par ça, c'était pas le même jeu, et puis KD était amenait tellement de choses, t'avais pas besoin. Là, c'était flagrant, en fait, qu'il fallait ça, et c'est pour ça que Paul George tirait autant, d'ailleurs, hein, je pense, hein. Il n'y avait pas de secret aussi. Donc ouais, des profils, moi, à la Horford. Si tu me dis Karl Anthony Towns, je te dis, bah oui, ok, pourquoi pas. Moi, je pensais à Vucevic aussi, qui était aussi dans les rumeurs. Ouais, mais Vucevic, est-ce qu'il tire à 3 points à cette époque? Je pense pas. À cette époque-là, il joue au poste, Vucevic. À cette époque-là, ouais, il joue au poste. Mais après, c'est comme si tu me dis Brook Lopez de l'époque. Voici, là, ça commençait bien. Brook Lopez, il commence. Mal, ouais. Je crois qu'il vient de signer aux Bucks à cette époque-là, justement, ou l'année d'avant. Transition, mais sinon, avant, c'est un joueur au poste, Brook Lopez. Ça veut dire qu'il faut envoyer Adams, ce qui n'est pas possible, quoi, parce que le contrat ne le permet pas. Parce que les Bucks. Ou alors, Vucevic en backup d'Adams, et tu reformes le Adams Panther en mieux, quoi. Oui. Mais bon, c'est fou. Sur les autres postes, c'était pas bien. Moi, j'ai soit un poste 2 en tout-way. D'ailleurs, moi, cette draft-là, je voulais absolument qu'on prenne Tyler Hero, mais il fallait qu'on monte à la draft. Je l'ai noté Tyler Hero. Ouais, il a été lottery pick, c'était compliqué. C'était mon chouchou de la draft, entre guillemets. Je voulais absolument qu'on le prenne. Parce qu'on n'avait jamais eu ce profil-là, parce qu'il était intéressant, etc. Bah, moi, j'aimais bien Nassir Little, mais du coup, bon, on a bien fait de pas le prendre, quoi, parce qu'il s'est beaucoup blessé. Mais tu vois, un Tyler Hero, bon là, je vais loin, mais tu vois, tu as un monde où finalement, le trade Paul George, il se passe quelques années après. Et tu as un trade au Heat avec Paul George, genre une autre équipe qui envoie un jeune prometteur comme les Clippers l'ont fait avec Shea pour avoir Paul George, tu vois.
Mm. Et tu peux faire ça avec plein de joueurs, tu vois, ou qui si du coup fait le pari sur un nouveau joueur, genre Bronson ou Fox ou un truc comme ça, tu vois. Mm. Moi, j'ai un petit. J'ai 2 joueurs dans le viseur. Parce que pour dire, le Schroeder Grant, j'ai bien aimé l'idée de Charlie Lee de mettre Schroeder et Grant dans le package parce que tu en es à 24 millions de dollars à peu près. Et du coup, tu peux récupérer des vrais gros role players avec ça. À l'été 2019, il y a Malcolm Brogdon qui fait un sign and trade. Ouais, c'est celui que Bucks j'avais, ouais. Pacers. Et il est à peu près entre 21 et 22 millions de salaire. Tu lâches Schroeder Grant pour choper Malcolm Brogdon. Le souci, c'est que poste 4, du coup, Est-ce que tu c'est un fous Darius Bazley au tu penses feu, que quoi, c'est ou un Brandon upgrade, Clark. ça? Tu penses Ah, vraiment que c'est un À Malcolm l'époque, Brogdon de l'époque, l'époque, c'était une énorme Brogdon, affaire pour les Bucks. c'était très fort. Ouais. Il a été All-Star, Ouais, je crois, mais- après avec les Pacers, Il a été justement. tard et tout, ouais, En c'était- fait, le Brogdon est le meilleur joueur du trade, mais tu perds 2 joueurs compétents, t'en as déjà pas beaucoup, c'est sûr. pour un seul. Qui, alors, Oui, ça, tu c'est peux sûr. comparer avec Schroeder. Schroeder, il mettait quand même 15 points par match dans l'équipe. Enfin, tu vois, c'était Ouais. pas non plus. Mhm. C'était pas sa meilleure saison, mais c'était pas. Tu vois, C'est un bon joueur. est-ce que ton équipe est drastiquement meilleure si tu fais ça? Peut-être. Non, hein, mais elle change. Non, mais elle change. Et Ouais. c'est ça le truc. Et là où je vois pas d'autres packages à envoyer, bah, Schroeder Grant, en fait, c'est un peu tes 2 seuls contrats que tu peux mettre là-dedans. Après, tu montes vite à Steven Adams, qui est trop cher, que personne ne voudra. Et que tu n'as pas envie de lâcher contre rien non plus. Et puis, les contrats de Terrence Ferguson, tout ça, c'est des contrats rookies. Donc, en fait, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. C'est ça le souci. Hein. Donc, t'avais tes tours de draft quand même. ouais, Mais- t'as des tours de draft, mais les pas tours de une draft de valeur KC de folle. l'époque, tu vois, Ouais. ce qui valent énormément. quoi. T'étais toujours après 20, en gros. Ouais. Ouais. Bah, sinon, j'en ai 2 autres à vous proposer. Harrison Barnes, mais très compliqué à faire parce qu'il vient d'arriver à Sacramento. Il signe son extension à Sacramento, du coup. Mais il est à peu près, il a 24 millions sa première année. Donc ça fit avec Schroeder et Grant. Très bien le profil en vrai. Sur le profil, c'est très bien. Après, tu perds Schroeder en sortie de banc, du coup, comment tu le remplaces pour ton scoring Moi, en sortie de banc? c'est ça qui m'embête. Ouais. Là, en fait, tu as ton complément. Si tu fais un grand Barnes sec, ce qui est impossible, c'est bien, mais si tu fais un. Ouais, en salaire, ça marche pas. Ouais. Mais ouais, en sec, tu vois, on l'a dit, c'était Crowder, PJ Tucker, des profils comme ça, et encore, il faut qu'ils soient disponibles. Mais Crowder, il y a peut-être un peu moyen, mais PJ Tucker, je pense pas. Rockets, il l'aimait beaucoup. Mais ouais, Harrison Barnes, et encore un autre, je vais vous faire plaisir, mais le petit Serge Ibaka de Toronto, là. Tu le ramènes, il shoot à 3 points, en plus, sa version Toronto. Là, tu l'as, ton backup. Hein. Moi, j'avais noté poste 4. pour la vanne aussi Andrew Wiggins pour éviter qu'ils nous mettent la misère. Il se fait trade à la deadline suivante du coup aux Warriors avec Russell. C'est rigolo. C'est rigolo, Andrew Wiggins. Ou sinon, tu tentes comme tu parlais, Pierre, de Aaron Gordon. Je viens de retrouver son contrat, il est à 20 millions à peu près sur cette année-là. Aaron Gordon plus un petit dynamiteur balle en main sur les postes de guard, sachant que tu es censé avoir signé Alec Burks à la base. Et tu essaies de compenser. Ouais, bon, Alec Burks, c'est pas les 4, mais justement, tu essaies de choper un poste 1-2 balle en main pour essayer de pallier au mieux le départ de Schroeder. Et par contre, au poste 4, tu as Aaron Gordon au lieu de Jeremy Grant. On re-signe Raymond Felton. En vrai. Je crois qu'il a pris sa retraite après 2010-2019 dans Oui, je crois bien. Mais ouais, tu peux lui proposer une last dance. Il était temps, ouais. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que trade ou pas trade, l'effectif n'est pas armé pour aller loin en playoff dans tous les cas. Ouais. Malheureusement. Et c'est pour ça que c'est ce que j'ai dit presque au tout début. Quand je revois la situation dont on parlait, dans laquelle tu étais embourbé, parce que ça allait durer quelques années encore, cette situation-là. En fait, t'es pas dans le ventre mou parce que tu vas en playoff, parce que tu as toujours de l'espoir, parce que tu as 2 superstars. Mais en fait, t'es embourbé. Tu ne peux pas casser ce plafond que tu as. Tu as un plancher correct, mais sans plus. Tu as une équipe qui ne joue pas spécialement bien. Honnêtement, tu as des énormes individualités, mais tu joues pas spécialement bien. Ouais, alors après, sauf si tu fais un coup énorme à la draft. C'est le seul truc, mais il faut avoir une énorme chance, quoi, parce que tu draftes en bas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai dit, si tu n'avais pas eu cette prolongation d'abord Paul George, puis en plus après cette demande de trade, c'est une chose au début qui nous a brisé le cœur, mais c'est honnêtement la meilleure chose qui pouvait arriver à ce moment-là, parce que tu étais bloqué complètement. Bien sûr. Ouais. C'est un peu la conclusion que je me fais aussi, c'est que c'est un peu une aubaine. Beaucoup de chance, la prolongation de Paul George, je pense qu'on le répétera, mais c'est
Parce que oui, il y a les négos, tout ça, mais Paul George, il n'y a rien qu'empêcher Paul George de signer aux Lakers en 2018, de faire une Kawhi entre guillemets avec Toronto. Pour le coup, bravo. Bravo à Russell Westbrook pour son travail d'agent, d'avoir convaincu Paul George de re-signer. Parce qu'apparemment, Paul George s'entendait très bien avec Russell Westbrook. Il l'a beaucoup aimé en tant que coéquipier, etc. Ça a motivé sa décision. Merci à Utah de nous avoir sortis, parce que tu sors pas, tu re-signes pas, t'as pas de finish business. Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être. C'est vrai que si tu fais. Après, si tu fais une finale de conf, le gars se dit peut-être. Disons, si t'es champion, il part peut-être, mais bon, t'es champion, quoi. Mais tu peux le vendre de façon. Tu peux dire, du coup, on vient de champion. Je sais pas. Justement, je pense que finale de conf, il a encore plus envie de re-signer Paul George. Il dit, il y a un truc à faire, tu vois. Premier tour, c'était. J'avoue qu'à l'époque de la signature de Paul George, je craignais le départ justement parce que tu te faisais sortir salement par le Jazz et je me suis dit, mais comment tu vas le convaincre de rester en fait, quoi. Parce qu'on est dit, pas dingue. T'as rien prouvé. Donc ouais, ce trade est plutôt une bonne nouvelle. Et en essayant d'ailleurs de se projeter sur 2020, est-ce que cette équipe qu'on a essayé de dresser au mieux, est-ce qu'ils auraient pu passer un tour en play-off, sachant que, pour résumer, le top de la conférence, et d'ailleurs dans la réalité, OKC a fini 5e de conférence, donc a fait quand même une belle saison. C'est la nébule. Le premier, c'est les Lakers qui finissent champions. T'as les Clippers en 2, là on les imagine sans Paul George, mais t'as Denver, Houston qui a une forme différente aussi, mais qui du coup, sans le trade de Paul George, aurait Chris Paul, James Harden. Ok, ici, bon, ok. T'as Utah qui est toujours là, Dallas, Portland. Potentiellement, du coup, ton adversaire, ça serait peut-être qu'on enlève les Clippers, c'était seed 4 et tu joues le Jazz au premier tour, peut-être. Franchement, plus bas. En plus, c'est la bulle, donc c'est dur de se projeter. C'est la bulle et tout, mais. Pour moi, tu fais pas mieux que tu fais pas mieux, hein. De 2019-2020. Je vois pas comment tu fais mieux, sachant qu'en plus, tu avais tes joueurs en forme, tu n'avais pas de blessure. Là, ils reviennent après le Covid, etc. J'ai du mal à voir cette équipe passer un tour. Franchement. Vous pensez que cette équipe fictive est moins performante que l'équipe de la bulle qu'on a eue, Chris Paul, Shea, Gallinari, Adams sachant que cette équipe-là a perdu en 7 contre Houston, qui était Houston une grosse équipe quand même sur le papier. En fait, les attentes sont tellement pas les mêmes que c'est difficile. En saison régulière, je pense que avec l'équipe avec Chris Paul est meilleure. Après, en playoff, tu sais jamais. Parce que là, en playoff, tu faisais jouer Dort, Téché, qui avait quand même peu d'expérience. T'as un Gallinari, on en a reparlé il y a pas longtemps, qui était un peu caché. T'avais pas du tout la même configuration d'équipe. Tu peux avoir un Paul George qui tourne à 35 points de moyenne sur une série de playoffs. C'est pas exclu. Ça peut arriver. Ça aurait pu arriver, en tout cas. Ça ne peut jamais arriver, mais ça aurait pu arriver. Mais en saison régulière, tu fais pas mieux. Donc, jamais de la vie. Non, tu fais pas mieux. Donc, conclusion. Et en plus, j'ai envie de dire, Schroeder, par exemple, aurait été moins bon. Ouais, clairement. Adam, c'est à peu près pareil. Dort moins bon. Dort moins bon. Beasley peut-être moins bon parce qu'il a eu un peu de répétition avec l'équipe Chris Paul. Je pense qu'il en aurait eu avec l'autre équipe aussi. Ça dépend. Ouais, mais est-ce que ça aurait été si concluant, tu vois? Ouais. Parce que l'environnement, et du coup, c'est un peu la conclusion qu'on tire là-dessus, c'est que l'équipe Chris Paul, Shea, etc. est pas, au moins pas moins bonne que notre équipe fictive. La conclusion, c'est qu'en fait, ce trade, au-delà même des assets, on va un petit peu en parler juste après, des assets qui font qu'il y a le projet actuel qui a été né, qui ont entraîné finalement le titre d'OKC en 2025, indirectement, mais ça a provoqué ça. Directement. Oui, c'est vrai qu'on récupère des joueurs importants. Les gens sortent encore le trade sur Twitter, donc. Là, c'est directement. C'est un des plus grands trades de l'histoire. C'est vrai que. T'as récupéré 2 top 20 NBA. Et un top 2, c'est bon. Mais ouais, la conclusion, c'est qu'au-delà même du long terme, même à court terme, en vérité, le trade de Paul George, tu t'es pas tant saqué à court terme parce que tu allais un peu dans le mur, quoi, avec ce roster-là. Tout à fait. Ouais, c'est un peu, t'as eu, pour le coup, t'as tout eu, quoi. T'as eu. Et l'équipe compétitive quand même, alors que tu ne pensais pas l'avoir, avec Chris Paul, avec tout ça, et les tours de draft qui t'ont amené des joueurs légendaires maintenant, voilà, et la jeune star, etc. Au final, Shea, c'est le meilleur joueur du trade. Enfin, c'est triste de dire, mais... En termes de meilleurs joueurs sur la carrière, entre guillemets, la carrière où le prime du joueur, le prime Shea, d'ailleurs, c'est le prime Paul George. Quand tu vois la suite de carrière de Paul George et l'ascension de Shea, alors au début, les deux sont un peu tous les deux blessés, mais très vite, la bascule se fait, quoi. Et c'était pas si évident que ça à l'époque. Il y avait des espoirs pour Shea, mais c'était pas si évident.
Donc non, tu as eu le beurre, la crémière et tout ce qui va avec, quoi. C'est vraiment. Ouais. Puis ensuite, tu as eu en plus le trade de Chris Paul qui t'a amené des choses, le trade de Adams, le trade. Enfin, c'était sans fin, j'ai envie de te dire. C'était le Et cercle puis vertueux. on continue à en profiter, quoi. C'est ça, Oui. on a encore un pic l'année prochaine, etc. Enfin, c'est sans fin. Ouais. Puis comme Presti investit comme s'il faisait de la bourse et échange ses assets au fur et à mesure pour que ça soit infini, pour que ça prolifère tout seul. Voilà. C'est vrai que Sam Presti, le trader de la NBA, là, c'est actif. Hein. Et si on remonte tout, merci Serge Ibaka d'être parti à Orlando. Hein. Tu récupères Oladipo et Sabonis, t'envoies contre Paul George, tu récupères Shea. Finalement. On part de Serge Ibaka peut-être. Hein. mais ouais, on est d'accord. Ça remonte bien plus loin que ça, ils avaient calculé, ça remonte à des trucs. Ah ouais, bon, après si tu remontes à tout, Après, faut y aller. Hein, on peut là, pas, faut des historiens qui s'occupent de ça. parler c'est de plus notre tout. boulot, là. Faut faire une série là. Ah là, ouais. Là, Netflix, il y a moyen de s'amuser. Hein. mais ouais, bon, du coup, on est d'accord. Même à court terme, c'était plutôt une bonne chose ce trade d'OKC. Et le futur de Westbrook, Paul George dans l'équipe n'était pas si brillant que ça. Donc, plutôt un bon trade. On peut se projeter un petit peu aussi parce que l'équipe Chris Paul, on va pas trop en parler parce que justement, elle n'aurait pas existé sans ce trade de Paul George. Donc, voilà quoi. Point barre, ça n'aurait pas existé, c'est tout. Dennis Schroeder aurait toujours pas été 6e homme de l'année, mais ça aurait été pour d'autres raisons peut-être. Mais voilà. Chris Paul aurait peut-être pas eu sa seconde jeunesse, peut-être. Mais bon, mais on peut se projeter un petit peu long terme aussi et commencer à dévier sur les joueurs qui font partie de ce package-là. On parlait du projet actuel d'OKC, qui est centré autour quand même de 2 joueurs qui font partie de ce package, Shai Gilgeous-Alexander et, j'en ai parlé, du coup, il y a un des pics des Clippers qui a donné Jalen Williams. On va pas trop parler de Chet, je pense, parce qu'il n'est pas directement relié à ce trade. Et du coup, c'est compliqué un peu de projeter comment aurait varié la carrière de Chet s'il n'y avait pas eu ce trade de Paul George, parce que c'est quand même... C'est ça, il aurait été ailleurs. Il aurait juste été dans une autre équipe, mais c'est un prospect. Top 3 draft, il aurait été ailleurs. Et puis, qui était au top depuis le début, donc je pense qu'il n'y a pas une énorme incidence sur lui. Puis on est d'accord que dans n'importe quel contexte, Chet, globalement, c'est un joueur qui compte. Après, il aurait peut-être été dans une moins bonne équipe, avec peut-être plus de responsabilités en attaque, ça se trouve, une équipe pourrait essayer de le développer plus là-dedans. Mais bon, après, il y a le contexte blessure, Chet, on ne peut pas passer à côté. Voilà, ça, c'est des what if de what if de what if, quoi. Les what if staff médicaux. La what ifception. Et s'il avait été au Miami Heat, est-ce qu'il se serait remis de ses blessures? On ne sait pas. Mais ouais, non, mais sinon, Shai et J-Dub, à quel point ça a évolué leur carrière. Shai, ça a quand même un vrai impact. Hein. Ce trade, pour le coup, ça peut varier. J-Dub, on en discutera, mais ouais, Shai, comment vous voyez le futur de Shai à ce niveau-là? Est-ce qu'il aurait été... Comment il aurait été perçu aux Clippers? Parce que je me rappelle des déclarations de Doc Rivers quelques années après. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? Personnellement, je pense que oui, mais que Doc Rivers a commencé à dire à Kawhi, non mais Kawhi, sois patient, en fait on l'a déjà, ta seconde star à côté de toi, juste faut qu'il se développe, c'est chez Gilgeous-Alexander. Et bon, Kawhi finalement voulait quand même que Paul George vienne. Mais est-ce que vraiment Shai aurait eu un rôle aussi important que ce qu'il est au OKC en restant à Los Angeles? Moi j'ai tendance à penser que Shai aurait vraiment pu monter comme il a monté à OKC, alors peut-être pas être MVP et champion NBA, MVP des finales. Ça, je pense que c'est accessible pour très peu de joueurs et qu'il y a le cadre OKC qui a fait que. Mais aux Clippers, quand même, si le groupe ne change pas autour, les meilleurs joueurs, c'est qui? C'est Harrell, Williams, Gallinari et Pat Beverley. Je pense honnêtement qu'il aurait eu la progression qu'il a eue sur sa deuxième saison, parce qu'il sort une énorme saison rookie aux Clippers. Enfin, pour un rookie, c'était vraiment très prometteur, que ce soit du point de vue des fans, du coach et de l'équipe. Donc je pense qu'il aurait fini par être All-Star avec les Clippers et qu'il aurait, je pense, il aurait été le visage de la franchise si évidemment il n'y avait pas eu de mouvement derrière. Parce que voilà, comme je l'ai dit, l'équipe autour, je pense qu'il aurait vite développé son jeu comme il l'a fait la saison suivante à OKC où il passe de 10 points à, je crois, 19 ou 20 points de moyenne. Ouais, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, si Shai ne va pas au OKC, t'as pas cette situation-là, t'as pas ce multiverse-là, tu n'as pas sa saison de tutorat avec Chris Paul, qui est C'est vrai. Je pense, majeur dans sa carrière
Et il le dit assez, ils sont devenus amis très proches, etc. Je pense que ça, c'est à pas sous-estimer. Tu n'as pas ça. Déjà, tu l'enlèves. Je pense que même si, tu l'as bien dit, Charlie, aux Clippers, ils faisaient des saisons avec une équipe bien construite, sans star, qui jouait bien, tout le monde apportait son truc, etc. Donc potentiellement, effectivement, il aurait pu avoir petit à petit sa place et gagner en galon. Mais le problème, c'est est-ce que tu aurais eu, d'une part, la confiance et la liberté qu'il a eu au OKC ces premières années, surtout après Chris Paul, là, quand c'était en reconstruction, qui jouait une demi-saison pour pas se fatiguer et pour tanker. Est-ce que tu aurais eu la liberté qu'il a eue, la confiance qu'il a eue, et est-ce que les Clippers auraient été aussi patients qu'OKC? Ça, j'en suis pas sûr du tout. Ça, non. Dans le sens où je pense qu'au bout d'1 an ou 2 ans, chez ou pas, tu vas chercher une star, t'es les Clippers, t'es LA, il faut que tu existes à côté des Lakers, il faut que tu essayes un jour d'aller en finale, de gagner un titre, voilà. Tu es obligé de peut-être d'accélérer, d'aller trop vite pour lui, ou pour, tu vois, ça aurait pu être amener une star à côté de lui, pour le coup, directement. Ça aurait pu être plein de choses. Donc ça, je sais pas. Et ça, c'est pour moi le gros point d'interrogation. Après, il y a aussi le fait qu'à OKC, après son arrivée, on va dire après Chris Paul, qui est vraiment une saison unique, la saison 2019-2020, tout a été basé, pas selon lui, mais OKC, l'équipe qui drive le plus, bizarrement, c'est le joueur qui drive le plus en NBA depuis multiples saisons. Tu as construit quand même assez globalement autour de lui. Au début, tu as essayé de lui mettre un porteur de balle créateur avec Guidi. Après, tu as compris, tu as mis plutôt un grand et un ailier. On a essayé d'amener des joueurs plutôt free and D, etc. Enfin, voilà, mine de rien, OKC a sa politique de construction et sa façon de jouer, mais ça concorde quand même très bien avec Shea. Enfin, c'est quand même l'image de tout ça, quoi. Sans Shea, ça ne fonctionne pas pareil. Donc, tu vois, est-ce que ça serait devenu le même joueur? Je sais pas. Après, je reviens sur ce que j'ai dit sur Dort. Quand tu as un talent comme celui de Shea, il y a un moment où tu perces. Voilà, il aurait été All-Star, il aurait été tout ce que vous voulez, MVP, titre, ça je sais pas, mais il aurait été All-Star et tout. Est-ce que ça serait le même joueur qu'actuellement? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement. Non, je pense pas que ça aurait été le même joueur, mais je pense que, comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit aussi, il aurait quand même eu à un moment ou à un autre cette fulgurance. Et je te rejoins dans l'aspect Clippers impatient, parce que ils ont toujours envie d'avoir une équipe compétitive avec des gros noms. Je les vois vraiment bien faire un trade après une deuxième bonne saison de Shea pour avoir une superstar et avoir Shea à côté d'elle, tu vois. Ouais, mais tu vois, est-ce que, comme les Clippers jouent pas comme OKC, est-ce que ça serait devenu un genre de pick and roll avec Montrezl? Est-ce que ça serait plutôt devenu un joueur un peu plus en spot-up parce qu'à côté, il y a Lou Will et Beverley ou autre. Tu vois, tu as plein d'itérations qui peuvent te dire, en fait, ça sera, oui, il y a des qualités de drive qui étaient évidentes. Déjà à l'époque, il n'aurait pas arrêté de driver, c'est évident. Mais est-ce que ça aurait été devenu se mettre à mi-distance, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Le playmaking qui développe. Tu avais quand même beaucoup de bribes du jeu qu'il a actuellement. Genre, il avait quand même déjà cette palette à un niveau quand même plus réduit aux Clippers. Enfin, les fans des Clippers et les coachs et tout le monde le disaient, qu'ils avaient vu que ce mec avait un potentiel dès sa saison rookie. Donc, tu vois, je pense pas non plus que ça lui aurait coupé les pattes je pense juste que tu n'aurais pas poussé le curseur aussi loin. Oui, tu ça vois, c'est sûr. Ça c'est sûr. Sur les drives, sur tout ça, ça n'aurait pas été aussi loin. Il y aurait peut-être eu d'autres choses à son jeu qui auraient été un jour différents. Mais voilà. Sur le talent de Shea, je vous rejoins. Il y a Pat Beverley qui est aussi un autre joueur qui a des podcasts. C'est ouf ça. Non mais qui avait. Ouais, il y a plein de joueurs qui font des podcasts. Jeff Teague, tout ça. Enfin, ils en font tous. Hein. Mais ouais, Pat Beverley aussi qui avait dit que la saison de rookie de Shea était en mode mais c'est quoi ce type? Il est fort en fait, quoi, balle en main, ce con. Mais ouais, donc Shea il a le talent et je suis d'accord. Ce genre de joueur, peu importe le contexte, pour le coup, ça perce en NBA. Mais par contre, pour moi, il y a plusieurs scénarios possibles. Tu as le scénario où Doc Rivers, il arrive à convaincre Kawhi que c'est Shea, la star qui va être à côté de lui. Et bizarrement, alors en termes de titre collectif, je pense que ça aurait pu être très bon pour Shea parce que tu joues à côté de Kawhi Leonard, quoi. Enfin, à un moment donné, le Kawhi Leonard de l'époque, il sort d'une saison où aux Raptors, il a été énorme. Enfin, pour le coup, évidemment que tu joues le titre directement dès ta saison sophomore, c'est cool. Par contre, en termes de place qu'il prend en NBA, tu vois, est-ce qu'il aurait été MVP, tout ça, je suis pas sûr que. Je pense que ça aurait retardé l'éclosion de Shea comme un des tout meilleurs joueurs NBA. Dans le sens où, en fait, c'est Kawhi qui aurait eu le plus de ballons.
Kawhi, on le voit, il est encore aux Clippers maintenant, malgré toutes les blessures, etc. Donc, avec un chez Kawhi, il serait resté longtemps aussi, il sera encore aux Clippers actuellement aussi. Donc, je pense qu'il aurait eu moins de ballons. Sur le style de jeu, Shai, c'est un joueur qui aime beaucoup le mi-distance, mais Kawhi, il fait énormément de mi-distance aussi. Est-ce qu'il y aurait eu un petit embouteillage aussi à ce niveau-là? Là où la venue de Paul George aux Clippers, ça avait une certaine logique, parce que Paul George était plus un scoreur 3 niveaux et moins dépendant du mi-distance, donc ça se complétait au niveau du scoring mieux avec Kawhi. Il y a des questions qui peuvent se poser. Peut-être qu'on aurait eu moins de débats aussi sur Shai défensivement, parce que dans une équipe compétitive, il aurait fallu qu'il se la colle défensivement directement. Et la saison rookie de Shai défensivement, elle est très intéressante. Donc pour le coup, je pense qu'il aurait continué dans cette voie-là. Dans ce scénario où Kawhi vient, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'autres stars, parce que Doc Rivers le convainc en disant c'est Shai ta seconde star, je pense qu'individuellement, Shai, ça le freine un peu dans son éclosion, même si ça aurait quand même été un All-Star, All-NBA, etc. Mais plus tard, je pense, ça aurait mis un peu plus de temps. Par contre, collectivement, il aurait peut-être... Est-ce qu'il aurait plus de titres que ce qu'il a eu actuellement? Ça peut se discuter. Après, il y a les blessures de Kawhi, donc c'est compliqué. Les Clippers, il y a toujours un truc. Et Kawhi, c'est pas le plus... Il aurait été dans la situation d'être contender beaucoup plus longtemps que ce qu'il a été avec OKC, ça c'est sûr. Parce qu'il l'aurait été tous les ans. Mais ouais. Si Kawhi est sur le terrain, c'est toujours pareil. Si Kawhi n'est pas sur le terrain, il a plein de ballons, il peut se développer. Après honnêtement, je vois vraiment pas un monde où Kawhi part des Raptors pour venir aux Clippers et Doc Rivers lui dit non mais t'inquiète, il y a Shai Gilgeous-Alexander, le petit rookie qui fait une bonne saison. Dans les faits, ça n'a pas marché. Dans les faits, il a demandé Paul George. Il y a quand même un truc aussi où tu vois que Shai, maintenant, il incarne et il vit OKC, quoi. Tu vois, je pense pas qu'à LA, dans l'équipe de Kawhi, ce sentiment-là avec ton pote Luthor à côté, tes potes en mode on est une team de université, c'est pas du tout la même ambiance. Tu vois. Est-ce que derrière, Shai il ne prolonge pas parce qu'il veut aller voir ailleurs? Est-ce que tu vois, il peut avoir des choses comme ça? Ça peut se discuter. Moi, j'ai deux autres scénarios aussi. C'est Kawhi vient pas, il n'y a pas de star aux Clippers finalement. En fait, il continue et c'est Shai, le visage de l'équipe. Et là, pour moi, c'est là où individuellement, tu te rapproches le plus de l'évolution de Shai, de ce qu'il a au OKC. C'est le centre du projet. On lui laisse le temps de se développer. Il aurait été en playoff plus vite. Il n'y aurait pas eu le rebuild avec des au choix de draft, J-Dub, Chet, tout ça. Enfin, J-Dub, oui, du coup, parce que c'était le pick des Clippers, mais il n'aurait pas eu de Chet, tout ça. Il n'aurait pas eu un top 3 de draft drafté par les Clippers, parce que c'était déjà une équipe quand même compétitive. Il aurait grandi dans un contexte un poil différent là-dessus. Il aurait eu le contexte qu'il a eu dans la bulle, mais sur la durée, quoi. Mais individuellement, je pense que c'est là où il aurait eu le plus de chances de devenir MVP comme il l'a été au OKC. Tu vois. Collectivement, à voir ce que ça donne. Je pense que collectivement, il aurait pu jouer le titre à un moment donné parce que ça reste Los Angeles. Donc ça attire quand même les free agents, tout ça. Donc je pense qu'à un moment donné, il aurait été bien entouré aussi. Pour moi, bizarrement, c'est le scénario où il n'y a personne qui vient, qui est celui où Shai se développe le mieux et a le plus de chances de prendre l'ampleur qu'il a pris à OKC pour le coup. Et après, il y a le dernier scénario qui me fait marrer, c'est Paul George, il part aux Lakers. Anthony Davis, il est toujours coincé au Pélican. Kawhi, il veut sa star. Et en fait, les Clippers, ils trade pour Anthony Davis. Et ils envoient Shai au Pélican. Wow. Et là, Shai... Shai, il doit se développer au New Orleans Pélican. C'est très drôle. Bonne chance. Là, il est... Ouais. C'est... Fin de carrière. Déjà, il guérit jamais de sa blessure à la cheville, déjà. Déjà. Ils ont pas de kiné là-bas, donc c'est compliqué. Désolé les fans des Pélicans, mais bon, il y a un moment... En fait, après, ça vient des Pélicans, ça vient aussi des choix qu'ils ont eu. Tu vois, un Zion, c'est compliqué. C'est pas un choix facile à gérer, j'ai envie de dire. Tu vois, ils ont pas eu toujours de la chance. Anthony Davis était tout le temps blessé. Enfin voilà, mais ils aident pas non plus, quoi. Tu vois, c'est. Ouais, c'est compliqué. C'est vrai que l'année Anthony Davis des Marcus Cousins, putain. Ça, c'est... la blessure des Marcus Cousins. Premier degré, j'aimais bien cette équipe. C'était fou. Mais des Marcus Cousins, avant de se blesser, ça n'a aucun rapport avec le podcast qu'on est en train de faire, mais avant de se blesser, il est top 5 MVP. Hein. Il est plus des Marcus Cousins. La raquette, elle est terrifiante. J'aimais bien Cousins, moi, avoir joué et tout. On pouvait pas trader pour lui en 2018-2019, d'ailleurs. C'était impossible. Je sais pas. Ah non, mais il avait eu sa blessure, justement. Et du coup, il avait signé aux Warriors, tu sais, à un contrat mid-level ou un truc à la con. Sa carrière était finie. Donc il était aux Warriors à ce moment-là. Donc, les Monstars. Sa carrière, elle est... Faut pas gagner de titre, finalement. Non, mais là, c'était fini, Cousins. Après, maintenant, il fait du 3-3. Le tendon d'Achille, ça l'a tué. Ouais. Mais il y a le scénario où Shai au Pélican qui me fait marrer. J'imagine pas trop le scénario où il va aux Sixers parce que c'est l'année aussi où Jimmy Butler il fait un sign and trade pour la Miami.
Ouais. Et tu l'imagines en sign and trade pour accompagner Kawhi aux Clippers et il part jouer avec Joel Embiid. Mais il est un peu plus compliqué à imaginer ce scénario-là. Donc, Du coup, donc je s'il vais est pas au embarquer Pélican, il là-dedans. joue avec son cousin, par contre. Ouais, Nike est drafté là-bas, je crois. Ouais. Donc c'est rigolo. Là, le côté bande de potes qu'il a eu avec Famille Luka et tout, Doncic, ouais, C'est vrai. donc j'avoue que j'ai pas regardé la tronche de l'équipe de l'époque, mais bon, bah, il y aurait eu du rebuild, je Bah, pense. il y a il Après, y a, c'était la draft il de y a le Zion. trade, il y a le trade de Davis, donc peut-être ceux des Lakers, quoi. Enfin, ouais, du coup, tu les aurais pas eu. ouais. Ouais, mais Ouais, t'as la draft de c'est trop de Zion cette what. année-là. Ouais, c'est J'avais la draft oublié, de mais du coup, il va Zion. jouer exactement. Bah, t'aurais eu genre un Zion, Gallinari, Shea, Nickel Alexander Walker. Bon, bon, Jackson Hayes. Ouais. Jackson Hayes. Ouais. Bon. Mais voilà. Donc bon, après, là où on est d'accord que ça aurait quand même changé un petit peu de choses, le fait que Shea que le trade se fasse pas, ça aurait changé quelques petites choses pour Shea, même si ça aurait quand même été un All-Star All-NBA. Enfin, à un moment donné, le talent, ça s'invente pas. Pour le coup, à l'époque, Kobe, quand Shaq est arrivé dans l'équipe, ça l'a pas empêché d'être un top joueur même à l'époque. Hein. Donc Shea, voilà, il aurait été très fort aussi. Ouais, il s'est Euh, quand même embrouillé avec Shaq un peu pour un petit peu. pour Ça les a tout pas ça. empêchés de prendre 3 titres. Bah Kobe oui. Oui, non, était ouais. All-Star, tout ça. Bon, c'était quand Oui, même un c'est mec vrai qu'ils reconnu. Quoi. peuvent s'embrouiller maintenant, ceux d'OKC, on a eu un titre, c'est bon. Ouais, c'est clair. On Vous le pouvez souhaite le dire. pas. Non, ne faites pas ça. Attendez 2-3 quand même. Qu'on ait Ouais. qu'on ait une belle place dans l'histoire et après vous faites ce que vous voulez. Mais ouais. Est-ce qu'on fait un petit aparté sur Jalen Williams aussi, Ouais, qui fait quand même partie du parce trade? que Ouais. je pense pour moi c'est important parce que selon où il tombe, au-delà des Clippers, parce que bon le choix, voilà. Alors je pense pas qu'il serait tombé bien plus bas à la draft dans tous les cas. Maintenant de ce qui ressort, il était vraiment monté tardivement, mais monté très haut. Il a raison hein, quand on voit le joueur Il y que c'est avait, maintenant. il y avait à l'époque, ce qui était sorti, c'est que c'était les Cavs étaient très chauds sur lui. Ils étaient très chauds sur Ousmane Dieng et Jalen Williams. Et on leur a piqué les deux. Du coup, ils ont pris Agbaji. Mais les Cavs étaient très chauds sur Jalen Williams. Ouais, dans tous les cas, je pense qu'il sortait pas top 20 voire top 15. Ça me paraissait compliqué. Mais je pense que pour lui, là où il tombe change globalement le joueur qu'il est, mais encore plus que chez. En fait, là, on l'a modelé en seconde option, joueur de complément, défenseur élite, polyvalent, pour qu'il corresponde bien. Enfin voilà, on l'a modelé façon OKC. Il tombe dans une équipe en reconstruction où il n'y a pas de ball handler. Ça devient le joueur qui a la balle tout le temps. C'est pas le même joueur. Je sais pas à qui on pourrait le comparer. Ce serait un ailier qui a tout le temps la balle, qui crée pour les autres, etc. Un meneur, grande taille, quoi. Ouais, je pense. Mm. Moins efficace, même s'il y a eu des passages moins efficaces au ici, mais moins efficace, plus de quantité. Voilà, pas du tout le même joueur, avec pas du tout les mêmes exigences défensives aussi. Parce que, en fait, J-Dub, c'est qu'il est top 10 défenseur NBA aussi, quoi, maintenant. On va dire, Oui. j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais Sur les potentiellement. ailiers, il fait partie des meilleurs. En tout cas. Oui, voilà. Je pense que dans une équipe en reconstruction, tu aurais surtout demandé d'attaquer. Défensivement, tu le mettais sur le joueur de son poste, et voilà, quoi. Ça n'aurait pas été du tout le même joueur, le même investissement, le même tout ça. Et s'il est dans une équipe, pour le coup, ce qui était presque le cas avec OKC, là, ça a vite basculé avec lui. Mais direct contender, ce qui aurait pu être le cas, il aurait pu être très intéressant. Je pense que là, on faisait un role player, mais vraiment un role player basique. Free and D, allez faire un peu de connecting, très bien. Là, par contre, tu défends, parce qu'on a besoin de toi. Mais offensivement, par contre, il aurait beaucoup moins existé. Donc en fait, je pense qu'honnêtement, il pouvait pas mieux tomber. Quand tu fais ce résumé-là, il est tombé dans la bonne situation, avec la bonne identité de jeu qui lui correspond aussi, le bon rôle. Quand tu gagnes le titre, c'est qu'il avait le rôle adapté. Quand tu mets 40 points en finale en deuxième option, c'est que ton rôle, il te convient à peu près. Hein. Donc, pour moi, il pouvait difficilement rêver mieux. Ouais. Bah, en vrai, t'as été quand même complet sur lui, mais en fait, c'est ça avec J-Dub, c'est que c'est un mec qui, dès sa draft, était hyper polyvalent. Donc, en fait, n'importe quelle équipe aurait pu le façonner un petit peu à sa manière. Dans une NBA où, on le sait, voilà, les joueurs sont très hiérarchisés au sein d'une équipe. Et donc, voilà, chaque équipe aurait vu en lui ce qu'elle cherchait et on aurait fait ce qu'elle voulait. Et comme tu l'as dit, il a eu la chance d'être à OKC où il a quand même on a directement cru en lui comme étant un joueur important et il a tout de suite quand même eu pas mal la balle en main, là où je pense qu'il y a des équipes qui lui auraient vraiment pas donné le ballon et des équipes où il aurait encore eu plus le ballon, comme tu l'as dit. Ouais. Non, ouais, il y a le côté. Là où le point que je voulais relever, Pierre, dans ce que tu as dit, c'est la polyvalence défensive.
on ne l'aurait pas vu sur des séquences 4-5, enfin poste 5 même, tout court en défense. Je pense que ça aurait plus été un défenseur extérieur. C'est presque pas mal de contexte. C'est presque impossible de le voir dans cette position. Enfin, c'est improbable quand même. Regarde, c'est tout bête, il tombe aux Clippers. Dans l'équipe où on va dire le format où t'enlèves Shea en gros, mais par contre t'as à peu près la même équipe. Tu vois, tu le mets à la place de Shea, ça devient pas, ça devient un bon joueur, mais ça devient pas ce joueur-là quoi. Ça devient pas. Ou alors le format où tu gardes Shea Kawhi et tu sais pas trop comment, mais ils récupèrent le pick, ils prennent Jalen Williams. Ouais, mais là encore pire. C'est quoi, il a pas de ballon quoi. Ouais, il a pas de ballon, donc c'est quoi? C'est un Robert. Moi, le scénar où il est role-player, c'est la comparaison qu'il y avait un peu au moment de sa draft d'ailleurs, même si c'était plus un mec ballon en main, etc. Mais c'était Mikal Bridges version Suns, tu vois, le role-player, je parle. C'est un peu ça, hein. C'est un mec qui est plus doué que la moyenne dans les role-players balle en main, parce que c'était quand même un mec dans tous les cas qui était bon, hein, Jalen Williams avec la balle. Un vrai bon passeur, donc plus connecteur que Mikal Bridges notamment, mais un peu cantonné dans un rôle parce qu'il y a trop de talent dans l'équipe et qu'il faut répartir la balle à un moment donné, quoi. Puisque tu lui fais prendre autant de poids aussi. Enfin, autant de muscle. Parce que je suis pas sûr qu'il ait grossi sur la balance. Mais... Tu vois le scénario que je te disais aux Cavs de l'époque, qui était très chaud sur lui, qui avait le pick 14. Au lieu de drafter de drafter Agbaji, je sais plus si c'était Agbaji, bref. Ils prennent Jalen Williams. Alors effectif, c'est toujours Garland Mitchell, Mobley Allen. Et en fait, Jalen Williams, il l'aurait développé, je pense, pour prendre le rôle qu'ils ont essayé de donner à Isaac Okoro, ce genre de truc. Il aurait fini comme Agbaji au cours. Ouais, non, il aurait été meilleur par contre. Non, quand même, il aurait été bien meilleur. Il a une plus grosse palette que lui, mais d'ailleurs, la gueule du 5 majeur avec Jalen Williams au poste 3. C'est pas mal. Que quand tu joues avec Mobley en 5, tu peux mettre G2 en 4. Eux, pour le coup, ils auraient été bien. Franchement, faut pas passer loin. Pourquoi le contexte joue quand même, où tu tombes, bien sûr. Le talent, et le contexte, etc. Mais le contexte, oui, c'est clair. Mais c'est un joueur. Mais c'est vrai que J-Dub, au final, oui, je tombe d'accord avec toi, Pierre, c'est que c'est un joueur très modelable parce qu'il a énormément de qualité. Et c'est vrai qu'OKC, c'est un peu le meilleur contexte parce qu'il a pu développer un peu de tout et devenir élite dans pas mal de domaines finalement. Et parce que c'est ça, c'est que il est au centre du projet, quoi. C'est pas lui, c'est le deuxième joueur du projet. Ex-aequo avec Chet au moment où tu les prends, tu vois, peut-être Chet est prévu un peu plus haut, mais voilà, c'est un joueur majeur du projet. C'est vrai qu'en tant que role player, il aurait peut-être moins développé de choses. Il aurait quand même été un très bon joueur NBA. All-Star, c'est pas sûr. Ça peut changer pas mal de choses. Et oui, il y a beaucoup de versions de Jalen Williams qu'on peut imaginer selon le contexte où il tombe. C'est vrai que la version non défensive, ça fait, enfin, défenseur pas ouf, ça fait bizarre de l'imaginer, mais c'est vrai que c'est pas si con en vrai. Hein. Pas ouf, je sais pas. Défenseur correct, quoi. Ouais. Défenseur correct, ouais. C'est pas le même J-Dub que ce qu'on a, effectivement. Bon, on a fait un bon tour, je pense, sur OKC et toutes les. Il y en a un qu'on a oublié quand même. Il y en a un qu'il faut mentionner. Russ. Ah oui, là, j'allais venir, justement. On a fait tout OKC, même le projet long terme, etc. Mais Russ, individuellement, parce qu'on a déjà pas mal parlé de lui quand même niveau collectif. Comment se serait passée la carrière de Russ? Déjà, il serait resté en 2019-2020, ça on est tombé d'accord là-dessus. Première question, la question dans laquelle je vais vous mettre porte-à-faux, directement, pas du tout. Est-ce qu'il aurait fait toute sa carrière à OKC s'il n'y avait pas eu ce trade? Alors déjà, il fallait le prolonger pour qu'il reste et tout, non? Moi j'ai... Russ, oui, c'est pas impossible. Parce que oui, il signe son extension en 2017, je crois. L'année après le départ de KD. C'est 5 ans, je crois, son extension. Donc ouais, il lui restait peut-être encore 2 ans, un truc comme ça. Disons que pour Russ, en fait, pour moi, cette configuration avec PG, elle est vouée à un moment à exploser. Tu peux pas... voilà. Donc je pense que tu repartais pour un cycle de 2-3 ans avec les deux. En gros, selon le contrat de PG, hein, voilà, on va pas se mentir. Et après, il y a un moment donné, il fallait abandonner la chose. Enfin, voilà. Donc soit... En gros, Russ était, ce qu'il était sur les 2-3 années suivantes, encore un joueur assez dominant quand même, mais sur lequel tu pouvais difficilement reconstruire, etc. Donc dans ce cas-là, tu étais dans l'obligation de le trader. Hein. Parce qu'en vrai, l'année à Houston, bon, il est utilisé en slasher. Après, il est allé à Washington, et franchement, l'année à Washington, ne sous-estimez pas comment il joue. Elle est phénoménale. Il y a des codes Wi-Fi qu'il envoie, des 22 points, 18 rebonds, 19 passes, là, des trucs comme ça, c'est n'importe quoi. Tant qu'il est comme ça, à reconstruire avec ce joueur-là, c'est un peu
c'est pas forcément viable. Donc soit il évolue et vraiment il se mue en meneur beaucoup plus passeur, voilà. Du coup, pas du tout le même Russ que maintenant, hein, honnêtement. Mais vraiment un meneur passeur, etc., créateur, etc. Et dans ce cas-là, il peut potentiellement rester, soit tu es dans l'obligation de le trader. Mais pour moi, du coup, il ne finissait pas sa carrière au OKC. Ça me paraissait trop compliqué. De toute façon, maintenant, avoir un joueur qui passe toute sa carrière dans une seule équipe, je suis désolé pour Shed, J-Dub, etc., mais il y a un moment où ça risque d'exploser, où il risque de partir. Donc, ouais, c'est dur à imaginer, malheureusement. Mais, ouais, en fait, je vois pas de scénario où il reste, parce qu'il y aurait trop de cycles différents. Ouais. Moi, je te rejoins là-dessus, et j'ajouterais aussi que Russell Westbrook, une fois qu'il a quitté OKC, qu'il a quitté les Rockets, qu'il est enfin atterri aux Lakers et aux Clippers, il a toujours dit qu'il voulait aller à LA, et ce depuis longtemps, même quand il était à OKC. Donc je pense qu'il aurait forcément fini par être tradé quelque part, et potentiellement à LA, en vrai, 2-3 ans après, ce qui est arrivé pour lui, où il est allé aux Lakers et que ça s'est mal passé. Donc peut-être qu'au final, c'est toi qui récupères KCP, Harrell, Kuzma et toute cette panoplie de très bons joueurs, très intéressants, évidemment. Très Harrell, là. Ou alors tu le trades aux Clippers et là tu récupères Shea. qui lui est resté aux Clippers parce que du coup il veut aller à LS, c'est drôle. Mais ouais, je pense que en vrai, comme tu l'as dit, cette configuration elle est vouée à imploser. Et donc Russ partirait quand même d'OKC sans bague malheureusement, mais en étant peut-être encore plus une légende, parce que forcément tu restes quelques années de plus, tu alourdis encore ton total de points, de passes, peut-être que tu vas en playoff, tu gagnes une série, enfin voilà, forcément tu gagnes encore plus en legacy auprès de ta franchise, mais c'est sûr qu'il finit par être tradé, et de toute façon comme tu as dit, tu peux pas reconstruire autour d'un joueur qui commence à mine de rien vieillir et à être... voilà, tu as du mal à le voir aller jusqu'à la bague avec ce joueur en option numéro 1. Ouais. En termes de legacy OKC, je sais même pas si ça aurait changé énormément de choses. En termes de volume de stats, Tu sais, je me dis des volumes de stats, forcément, tu vois, tu fais plus de matchs, tu marques plus de points, tu fais plus de triple-double. Ouais. Après, tu vois, il a déjà quand même. Enfin, c'est déjà. Bon, maintenant, c'est plus Shea, mais à la base, c'était lui le visage de la franchise d'OKC. Oui. Et en fait, les gros parcours, même, tu vois, il n'y aurait pas eu de parcours de playoff meilleur que ce qu'il a déjà eu. Tu vois, on en a parlé, à la limite, tu passes un tour, mais. Parce que c'est compliqué, même les finales de conf. Parce qu'à l'époque, tu étais avec KD, donc forcément. Oui, non, mais c'est sûr. Même dans le reste de sa carrière, hein, il n'a pas eu de parcours playoff mieux que ça, donc ça n'aurait pas été dans sa legacy NBA, même s'il est déjà très bien, Russ, ça peut sous-estimer aussi. Donc oui, sur le fait, il n'y a pas de souci. Hein. Oh bah non, mais là, c'est même pas la question de ça, c'est classement des meneurs all-time. Mais non, il n'a pas eu de campagne de playoff longue, on va dire. La plus longue, c'est avec Denver. Cette année. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ouais, il serait resté. Il aurait été dans moins d'équipes. Il aurait moins fait le globetrotter que ce qu'il a fait. Ou là, d'ailleurs, on sait même pas s'il va jouer cette année. Oui, il y avait moins de. Ça aurait coûté moins cher à Pierre, effectivement. Ça, c'est du what if qui what if. Là, il va finir aux Kings. Pierre aurait-il eu un manoir si Russell Westbrook n'avait pas été traité? On ne sait pas. Non, mais là, cette année, il va finir aux Kings. Il va jouer, mais. C'est possible, ouais. Mais ouais, après. Oui, il n'y aurait pas eu de titre de Russell Westbrook à OKC. Est-ce qu'il aurait eu un titre dans une autre équipe? Je sais pas trop, parce qu'en termes de rôle, peut-être il aurait pu faire un rôle bout de banc dans une équipe déjà forte, et en fait, il tombe dans la bonne équipe. Mais je sais même pas. En vrai, ça aurait presque pu être le cas avec Denver, tu vois. Ouais, mais avec Denver, il est compétitif quand même. Mais, oui, mais je pense que la meilleure configuration qu'il a eue pour aller au titre, c'était celle de Denver. Il était quand même... c'était en dents de scie, mais des fois compétent, des fois moins. Et Denver était quand même solide, on a galéré à les sortir, même s'il y avait des limites. Tu vois, après, aux Clippers, jamais tu vas chercher un titre. Sauf si Kawhi... Clippers, il y avait l'époque avant qu'Harden arrive, là, où ils avaient toujours Kawhi, Paul George et Russell Westbrook, c'était lui le guard, et il était plutôt bon d'ailleurs. Donc, peut-être, tu vois, mais... les Lakers, catastrophique, évidemment. Et Washington, il était génial, hein, Russell Westbrook, mais bon, l'équipe était pas ouf, quoi. Donc ouais, non, je sais pas si ça aurait changé énormément de choses. Moins de maillots différents de Russell Westbrook, mais en termes de palmarès, de legacy, je sais pas si ça aurait énormément changé. Et je suis d'accord, il serait quand même parti d'OKC à un moment donné.
parce que Sam Presti n'allait pas attendre la fin de carrière de Russell Westbrook pour rentamer un nouveau cycle et construire autour de Russell Westbrook. Tu as essayé de le faire dans tu l'as fait le modèle avec KD, donc c'était pas vraiment autour de Westbrook, c'était avec Westbrook. Et tu as essayé de le faire en faisant venir Paul George et ça n'a pas marché. Donc, je pense qu'il serait parti un peu plus tard, 1, 2, 3 ans après, mais ça aurait juste retardé l'échéance. Quoi. Pas de romantisme, malheureusement. Non. Et on a fait un bon tour sur tout OKC. Alors, ce que je peux vous proposer, les gars, c'est juste pour finir, faire faire l'état des lieux de quelques équipes qui ont été quand même bien impactées par ce trade. On a déjà quand même pas mal fait les Clippers. Je vais peut-être pas continuer là-dessus. Tu parlais du scénario. Après, il y a juste un monde, les Clippers, où tu vois, s'il n'y a pas de Paul George, il n'y a pas de Kawhi. Donc peut-être ils restent comme ça avec Shea, ou peut-être tu vois, ils vont chercher une autre star. Moi, j'avais Harden en tête qui une année après se barre qui se barre au Nets parce qu'il en a marre des Rockets, tu vois. Je me dis, en fait, j'ai du mal à voir les Clippers rester sans star et en se disant, on part un petit peu en semi-reconstruction. Ça a jamais été. Surtout avec la nouvelle salle. Ouais, en plus. Est-ce que ça aurait été. J'imaginais le côté de Kyrie KD, c'est l'année où ils vont aux Nets aussi. Cet été 2019. Est-ce que tu imagines le Kyrie KD aux Clippers? Kyrie KD aux Clippers, ouais. Je sais pas. Il y avait quand même la volonté d'aller à New York, je trouve, pour les deux. Quand même. Ouais, après, les deux, ça s'est fait très très tôt dans la free agency. Quand même, ils ont ciblé Kawhi Leonard en priorité, donc c'est dur à envisager. Mais après, si on continue sur les autres équipes, il y a les Raptors. Les Raptors, du coup, est-ce qu'ils gardent Kawhi finalement si Paul George vient pas aux Clippers? Qu'est-ce qui se passe pour eux? Là, je vais aussi parler de Serge Ibaka qui avait fait une petite déclat. Alors, après, à voir à quel point c'est vrai, mais qui disait à l'époque, il n'avait pas trop compris pourquoi Kawhi partait. Il n'avait même pas trop essayé de le convaincre de rester parce qu'il s'est dit on a été champion. En vrai, c'est la meilleure idée, c'est de rester. Il avait même dit on aurait pu en choper peut-être 2 de plus ou quoi. Tu vois, à voir à quel point ça aurait été vrai. Mais les Raptors, même après le départ de Kawhi, ils restaient quand même une équipe plutôt compétitive. Donc, est-ce que les Raptors auraient eu une autre bague ou auraient refait une finale NBA s'il n'y avait pas eu ce trade de Paul George en gardant Kawhi? C'est pas inenvisageable. Moi, je pense qu'il y a un monde où il re-signe Kawhi, clairement. Mais je pense que s'il re-signe Kawhi, il est possible que Kawhi demande quand même une autre superstar. C'est ça. Il y a des champions après. Est-ce qu'il veut... Ouais, mais... Voilà, superstar, je pense que c'est pas trop le souci, mais plus je pense que s'il re-signe, c'est un sign and trade pour qu'il parte. Après, pour moi, tu le vois comme ça, ouais. Ils seraient pas dans la même configuration, ils sont pas champions une deuxième année. Ouais, c'est ça. Non. Okay. Déjà, parce que leur campagne de playoff, elle est pas miraculeuse, mais t'as 2-3 choses qui se passent où ça tombe dans leur sens. T'as un Fred VanVleet qui est en paternité complet, enfin voilà, qui est chaud. Voilà, non, il y a trop de trucs différents. Après, un Siakam pourrait être bien meilleur, par contre, on aurait pu continuer de progresser, des choses comme ça, enfin encore, comme il a fait la suite. Parce que Toronto, c'est encore une très bonne équipe. Ouais, c'est ça. Ils font partie des prétendants pour le coup. Oui. Je pense pas qu'ils vont chercher un titre. Mais après, du coup, est-ce que, comme Charles dit, ils vont essayer quand même de se renforcer? Ouais, je sais pas. Mais après, une année de plus de Gasol, une année de plus de Kyle Lowry, enfin... Marc Gasol, c'est pas je suis d'accord. Ouais, je sais pas combien de temps il sera sur le terrain. Après, à l'époque, tu avais Anunoby qui commençait, Norman Powell, tu vois, tu peux imaginer une progression de ces deux-là, et en fait, tu as quand même une belle rotation pour les playoffs. Peut-être un remake, parce que l'année où ils gagnent le titre, ils battent les Bucks en finale de conférence. Un remake contre les Bucks, Ça aurait peut-être, il y aurait peut-être eu un début de rivalité Raptors-Bucks à l'Est, ce genre de choses, ça aurait pu être marrant. Mais ouais, pour eux, en tout cas, ça a eu un vrai impact. La signature de Paul George aux Clippers, ça c'est certain. Il y a le scénario où Kawhi signe aux Lakers aussi, toujours les Lakers, on sait jamais. Si vous voulez aller à Los Angeles. C'était la deuxième piste en plus. Oui, ça parlait du Big Three, mais pareil, il faut pouvoir le faire. De toute façon, les Lakers sont toujours dans les bons coups fourrés quand ça parle de superstars et de super team. Et j'ai 2 dernières équipes, les Rockets. S'il n'y a pas ce trade, il n'y a pas Russell Westbrook. Donc, ils restent avec Chris Paul, James Harden. Est-ce qu'ils auraient été meilleurs? Est-ce qu'ils auraient fait le super small ball où ils ont foutu Robert Covington en 5 là? Ça, je pense pas. Ouais, est-ce qu'ils auraient gardé Capella, tu vois? Mais tu vois, réussi à enfin battre les Warriors? Peut-être qu'ils ne se seraient pas plongés dans la reconstruction aussi vite en gardant Harden et... Quoique, Harden et Chris Paul, je pense qu'ils étaient voués à être trade
dans un futur assez proche, tu vois. En vrai, pour moi, ils sont meilleurs dans la configuration avec Chris Paul. Bon, ça dépend du niveau bien de Chris sûr. Paul. Mais ils sont meilleurs. Après, ouais, du coup, tu fais pas le super small ball. Ou alors tu trades pour Covington, mais tu le gardes en plus, quoi. Tu fais pas. Ou est-ce que tu refais. En fait, sinon, tu refais la même année pour eux, quoi. T'as pas trop de. Ouais, tu refais la même année. J'allais dire battre les Warriors, mais ils ont plein de blessés, donc c'est plus eux. Mais est-ce que finalement, ils vont en finale NBA, les Rockets? Est-ce que c'est pas eux qui prennent la suite? Les Warriors Open, tu peux. Mais oui, sinon, dans la configuration, c'était la meilleure équipe. Si cette équipe-là était encore en vie, c'était la meilleure équipe. Après, les Warriors, il y a les blessés, mais il y a aussi KD, il part au Nets. Et du coup, tu récupères D'Angelo Russell, mais enfin, on savait que les Warriors, même au complet, ils étaient quand même. C'était plus les grands Warriors, quoi. Donc, après, ouais, mais non, il n'y aurait pas eu les Lakers et AD, LeBron. Parce que ça les aurait fait chier, tu vois, dans le. Ouais. Si, il y a les AD, LeBron, ça change pas. Si, ouais, eux, ils sont. Je trouve que la config de toujours faisable. Lakers, les aurait embêtés, je trouve. Ouais. En fait. Ça aurait été une belle finale de conf, tu vois. Ça aurait été rigolo, ouais. Franchement, ça aurait pas été mal. Et dernière équipe, les Phoenix Suns. J'avais envie de parler d'eux. Du coup, s'il n'y a pas le trade de Paul George, il n'y a pas le trade de Westbrook pour Chris Paul, il n'y a pas le trade de Chris Paul aux Suns. Est-ce que les Suns vont en finale NBA ou est-ce que c'est une équipe qui reste pourrie autour de Devin Booker? Moi, je me dis, ça se trouve, a quand même eu un trouve, sacré impact pour eux. Hein. Ça se trouve, Devin. Après, je me rappelle, avant qu'il y ait Chris Paul, on sentait dans la bulle que les Suns commençaient à trouver une bonne alchimie, que Booker commençait à vraiment prendre le lead. Mais Rubio, ouais, c'est ça. Après, il y a un monde, tu vois, où ils prennent pas Chris Paul, ils bougent pas, et au final, ça marche pas, et Booker en a marre et demande le trade, et au final, tu n'as plus de Booker aux Suns. Pour moi, il y a un monde où ce scénario existe. Déjà, ils vont pas en finale. Ils vont pas en finale. Mais peut-être que tu as du coup une émancipation de Bridges et de Johnson, par exemple, qui est encore plus grande que ce qu'elle n'a été directement parce que t'as pas de Chris Paul. Mais d'un autre côté, j'ai aussi l'impression que Chris Paul les a aidés à être épanouis aux Suns. Trouver leur rôle un peu aussi. Après, c'est plus pour un Booker, effectivement. Est-ce que. Après, là, ça fait un moment qu'il est encore. Hein, et ça bouge pas. Hein. Il y a une rumeur. Oui, mais parce que les équipes varient, tu vois. Il y a eu parce que les Suns ont été à peu près compétitifs, ou en tout cas avaient l'ambition d'être compétitifs, tu vois. Peut-être qu'ils se laissent un peu plus le temps. Dans le sens où là, j'ai l'impression que depuis cette époque-là, les Suns, ils sont en constante recherche de leur ancienne gloire de retourner en finale. Alors qu'il faudrait prendre le temps. Quitte à. Oui, tu gardes Booker si tu as envie. Mais par contre, autour, tu arrêtes les conneries, tu arrêtes les anciens. Voilà. Et peut-être qu'ils ne seraient pas dans cette optique-là de on essaie absolument à être compétitif en faisant des choses qui ont ni queue ni tête. Écoutez, pas mal le Craig là, qui parle de Félix, ça a ni queue ni tête. Donc non, c'est plus sur cet aspect-là, moi, je pense. Bon, pas de finale, mais peut-être une reconstruction un peu plus longue et logique. Parce que Devin Booker, c'est pas n'importe qui. Hein. C'était pas les meilleures saisons et tout, mais quand même. Les gars, en playoff, il a vraiment envoyé des trucs jordanesques. Donc oui, quand même. Bon, je sais pas si vous avez, parce qu'on était assez complet, je suppose que vous avez un autre point à discuter ou si on a pu se projeter assez sur une réalité parallèle où Paul George. En vrai, on pourrait presque étendre ça à pas mal de choses en NBA, ou dans le sens où il y a un aspect pour moi où si OKC ne reconstruit pas comme ça, avec ces joueurs-là et dans ce profil-là, peut-être que tu n'as pas les mêmes reconstructions et les mêmes trades qui sont à l'ouest. Tu étais dans une situation complètement différente. Peut-être que, je dis n'importe quoi, toutes les équipes, les Spurs se construisent différemment. Peut-être que, tu vois, chaque équipe aurait pris plein de choix différents. D'autant plus maintenant, où là, ils sont champions. Là où si tu étais encore dans le bourbier, c'était pas du tout le cas. Là que tu es champion, tout le monde s'adapte un peu. Tu vois, tout le monde va essayer de trouver des solutions, de s'équiper pour essayer de limiter OKC. Donc je trouve que d'une part, en termes de NBA global, ce qu'a fait OKC va être un exemple. Je pense que les équipes vont essayer de faire pareil, c'est compliqué. De faire pareil, etc., de créer les mêmes choses. Mais en termes de jeu, peut-être qu'on aura de plus en plus de de playmakers qui vont se partager la balle, etc. Enfin voilà, plein de ces choses-là. Je pense qu'en fait, à partir de ce trade, il y a eu toute une itération OKC qui est encore en cours et qui va changer potentiellement pas mal de choses.
dans la construction des équipes, dans comment on joue, dans comment on défend, dans comment plein de choses. Et puis ça aurait changé plein de choses pour Mark Denault aussi. On en a pas parlé, mais il serait peut-être pas en NBA, donc voilà. Peut-être. Non, et puis, comme tu disais, la manière de jouer, mais aussi la manière de manager. Enfin, c'est quand même ce trade qui a lancé, qui a mis Presti un petit peu dans cette position de collectionneur de pics, qui est quelque chose qui est complètement démocratisé aujourd'hui. Ça se foutait bien de sa gueule il y a 5-6 ans, mais maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est énormément d'équipes qui, pour se reconstruire, accumulent les assets pour obtenir après les meilleurs pics et les meilleurs trades. Donc, il y a de ça aussi dans ce trade. Enfin, à l'époque, je me rappelle avoir autant de pics pour un joueur et Danilo Gallinari. Qu'est-ce que je dis? Non, pour un seul joueur et voilà, autant de pics pour un joueur plus deux autres joueurs, c'était assez démentiel. Plus un jeune, c'était assez démentiel. Donc je pense que c'est quelque chose qui a pas mal changé la phase des free agency et des trade deadline NBA, tu vois. Ouais, est-ce qu'il y aurait eu tous ces packages, bon, James Harden, mais même, tu vois, un Rudy Gobert ou un Michael Bridges, ce genre de trade, on a vu des palanquets de pics balancés dans le package. Est-ce que le trade de Paul George, c'est un peu le précurseur de ça? Il faudrait voir, mais ouais, en tout cas, c'est évidemment un séisme qui a eu lieu en NBA. Je crois qu'on a été complet. On a été complet, je vois 1h45. On a essayé, après c'est impossible de penser à tout. Voilà. C'est de la projection, hein, forcément. En commentaire, n'hésitez pas à nous dire si vous avez pensé à d'autres choses. Évidemment, on y aura pensé, mais c'est pas possible. À d'autres scénarios, à d'autres trucs. En fait, il y a un nombre de scénarios qui est infini et c'est assez drôle à faire. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que 6 ans après, on voit donc, de plus en plus, maintenant, en plus que OKC est champion, cette image du blockbuster trade, et ça fait toujours plaisir à voir quand même. Exactement. On le voit de manière plus positive qu'à l'époque, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et on a bien vu que c'était un trade qui avait été très bénéfique pour OKC à long terme. Donc voilà. En vrai, si on a cette bague, n'oublions pas. Et désastreux pour les Clippers. Quand tu rationalisais à l'époque, quand tu regardais le package, tu disais bon quand même. Enfin, genre, un package de fou quand même, ouais. En fait, on le redit, mais t'as eu un package pour Paul George et Kawhi, quoi. C'était vraiment. Tu les as dépouillés. Ah oui, alors oui, t'avais le cœur brisé, mais t'étais riche. En gros. C'est ça. I have won, but at what cost? C'est un peu ça la mentalité à l'époque. Bon, bah, on a été complet. Merci les gars. On a pu se projeter ensemble vers cette réalité alternative où Paul George n'était pas parti aux Clippers, n'aurait pas été à LA ou n'aurait pas été dans cette équipe de LA en tout cas. Merci à tous en tout cas de nous avoir écoutés ou regardés. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, à nous suivre sur Twitter notamment. Comme l'a dit Charlélie, n'hésitez pas à commenter aussi, à donner un peu votre ressenti, si vous avez d'autres idées en tête, etc. pour se projeter, parce que c'est toujours un exercice qui est rigolo. À faire. Là, vous l'avez vu, il y a pas mal de choses à discuter quand on voit ce genre d'événements NBA, ce genre de trade, de cette importance-là. Même d'autres what if, d'ailleurs. On en a déjà bien sûr, si vous avez d'autres idées de what if, évidemment, n'hésitez pas à les soumettre. On les regardera et on les étudiera attentivement parce que c'est un format qu'on va sûrement refaire pour le coup. Là, on a commencé avec un gros morceau directement. Possiblement, ça pourrait revenir un jour. Là, c'est le gros morceau. On n'a pas commencé. Ça se trouve, on fera un épisode 2 tellement il y a des choses aussi. En 2030. Ouais. En tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de journée, bonne fin de soirée au moment où vous nous écoutez. Et salut à tous. Salut tout le monde.